Mais je voudrais donc remercier toutes ces personnes et intervenantes qui sont aujourd'hui présentes pour ce colloque Intelligence artificielle numérique dans les pratiques RH, et remercier bien évidemment tous nos collègues qui commencent donc à se connecter. À ce jour, nous sommes 180 inscrits, donc les inscriptions commencent à se faire sur la plateforme Webex. Et donc, je vous remercie. Alors, remercie également notre partenaire Cornerstone, dont nous avons ici deux représentants, Geoffroy de Lestrange et José Alberto Rodriguez, qui donc interviendront dans les deux tables rondes que Eric Béal animera. Et donc, encore une fois, je tiens à vous remercier, notamment tous les participants qui ont bien sûr tout de suite répondu positivement à cette invitation. Alors, je vais simplement vous demander sur la plateforme de respecter certaines règles, notamment d'intervention. Alors, vous avez reçu sans doute cela à travers donc, notre message par Internet. Bien sûr, prendre la parole quand vous allez être autorisé à le faire, notamment par rapport aux tables rondes, si vous voulez intervenir. Il y aura une pause, sauf erreur de ma part, au bout d'1h30, 2 heures, pour aérer la salle et donc faire en sorte qu'on puisse permettre ensuite de nettoyer l'ensemble des tables et autres. Donc ça aussi à respecter. Et puis, Eric le précisera, Eric Béal, à l'issue de chacune des tables rondes, il y aura donc un temps d'échange, de partage, d'interrogation. Vous pouvez intervenir et nous ferons en sorte de donner la parole à chacun des participants qui sont en ligne, voire dans la salle pour poser des questions. Voilà, donc Eric Béal va bien sûr animer cela et je lui laisse la parole. Écoute, merci Eric. Il est dans mon rôle de poser des questions, donc je vais tout de suite t'en poser une. Je te laisse nettoyer tes mains et la question est toute simple. Quelle est la raison pour laquelle ce colloque, cette matinée d'information a-t-elle été organisée? Alors, on a souhaité organiser cela déjà parce qu'on souhaite depuis maintenant un certain nombre d'années aborder ces questions essentielles que sont bien sûr les questions liées à la transformation numérique et l'intelligence artificielle, dont on reviendra sur ce que cela veut dire, puisqu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de colloques sur ce sujet, mais bien souvent, les définitions, les interprétations, ce que l'on met derrière les mots ne sont pas toujours très clairs et c'est assez confus. Donc remettre un peu d'ordre, ça veut dire redonner du sens, y compris par rapport à certains éléments, notamment tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, algorithmes, dans la pratique RH. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le voit, quand on parle de transformation numérique, quand on parle d'intelligence artificielle ou éventuellement d'algorithmes, notamment dans des systèmes de gestion ou de recrutement, eh bien, ce sont des outils qui vont percuter très rapidement à la fois le travail, bien sûr, des RH, mais d'une manière générale, c'est une traduction aussi d'une volonté dans l'entreprise eh bien, d'organiser, de surveiller, parfois même d'orienter certains comportements. Et dès lors qu'il y a donc ce type de relation dans l'entreprise à travers une médiation qui soit celle du numérique ou l'intelligence artificielle, elle ne peut pas échapper notamment à la question des relations professionnelles, donc du champ relatif au collectif de travail. Donc il est important pour les organisations syndicales de s'emparer de ce sujet. Nous le disons depuis très longtemps, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser seulement aux mains d'employeurs ou de DSI ou de DRH. Donc ça doit devenir un enjeu de dialogue social dans l'entreprise, un enjeu de négociation collective, non pas de négocier la liberté ou certains principes fondamentaux, mais de voir de quelle façon on peut faire en sorte que innovation d'une part et protection d'autre part aillent de pair. Et donc c'est le rôle d'une organisation syndicale de s'emparer. Mais pour cela, on a besoin de spécialistes, on a besoin d'experts pour nous éclairer sur les enjeux, les risques et les solutions que nous devons aussi apporter sur ce point. Alors, sans te demander de tirer d'abord tout de suite des conclusions qui devront être tirées à la fin de cette matinée, est-ce qu'on peut faire quelques constats, d'une part, pour essayer de poser un petit peu la problématique de la part de FO? Est-ce que vous avez déjà des faits, des assurances, enfin des choses qui sont dans votre esprit et qui sont importantes à signaler? Le constat, c'est que quand on échange avec des employeurs ou d'une manière générale également avec nos organisations syndicales, mais surtout de la part de ceux qui sont les promoteurs de ces outils, que ce soit les outils numériques, intelligence artificielle, il y a déjà quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'il y a une sorte de pensée magique, du discours performatique. Dès lors qu'on évoque la question de l'intelligence artificielle, eh bien, on a le sentiment que l'on maîtrise l'ensemble des process, et dans les entreprises, c'est l'idée de se dire, eh bien, avec ces outils-là, j'aurai une plus grande maîtrise
dans mon recrutement, je pourrais réduire certains risques. Et donc, il y a cette idée que l'intelligence artificielle, d'une manière générale, répondra à tous les problèmes et sera la solution à tous les problèmes pouvant être rencontrés. Alors, ça juste, sans vouloir te couper, c'est pas nouveau, c'est pas venu avec l'intelligence artificielle, c'était déjà là avec l'informatique, hein, j'ai l'impression. Oui, à l'exception près, c'est qu'aujourd'hui, cela devient de plus en plus invasif. Ça ne veut pas dire qu'il faut se protéger et avoir peur, mais c'est qu'elle va consommer énormément d'informations et de données, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est qu'aujourd'hui, ces outils ont besoin d'être alimentés par des données notamment à caractère personnel. Elles sont celles dans l'entreprise, mais elles sont aussi celles sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est nouveau. Et la possibilité de faire matcher l'ensemble de ces données peuvent conduire notamment à des formes de profilage. Alors, tu évoquais la question de savoir quels sont les constats. Il y a un constat, mais je ne vais pas ici déflorer le débat, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps un article qui est de Conversation, qui vient d'être publié il n'y a pas très longtemps. Aux États-Unis, depuis donc le confinement et la mise en place du télétravail, eh bien, les entreprises ont sollicité énormément de boîtes, de prestataires, pour justement outiller les entreprises dans des outils de surveillance de leurs salariés dans le cadre du travail à distance. Et donc on s'aperçoit que du coup, il y a l'idée que les nouvelles technologies, et notamment les outils de surveillance, pour ne pas les citer, sont aujourd'hui l'un des éléments qui va pallier cette difficulté de manager soi-disant à distance. Donc on voit que cette transformation aujourd'hui va reposer notamment sur des outils de contrôle. Mais d'autres éléments aujourd'hui dans l'entreprise. Quand vous avez aujourd'hui des directions RH qui vont utiliser des outils pour pouvoir accompagner la gestion des compétences de leurs salariés ou éventuellement accompagner les décisions en termes de recrutement. La question, c'est de savoir comment se mettent en place ces outils. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, dire par rapport à cela pour éviter notamment qu'on se retrouve dans des situations où ces outils qui produisent, entre guillemets, une certaine vérité, ne soient pas, au fond, une forme d'essentialisme technologique. Il n'y a pas de déterminisme technologique. On doit s'emparer de ce sujet pour dire à un moment donné, attention, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Quelle est la finalité qui est poursuivie dans ce projet? Est-ce que c'est le bon outil? Parce que parfois, on peut mettre en place des outils qui sont extrêmement importants en termes de consommation de données, voire très intrusifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Et je prends un exemple qui est tout à fait simple, c'est quand on parle, par exemple, de la géolocalisation extrêmement puissante de certains salariés, notamment commerciaux et autres. Eh bien, la décision de la Cour de cassation, par exemple, qui était de dire, attention, vous ne pouvez pas surveiller et géolocaliser un salarié en permanence, il faut trouver une solution alternative, combien même cette solution est moins performante. Donc, à un moment donné, pour nous, syndicats, c'est de dire, dans le monde du travail, ces questions-là nous intéressent, tout simplement parce qu'il y a nécessité aussi de faire que, par le droit, par la négociation collective, on puisse, entre guillemets, juridiquement, pas civiliser les rapports de force dans l'entreprise, mais arriver à des droits, parce que c'est absolument nécessaire. Donc cette question-là, aujourd'hui, c'est pour nous, en tant que syndicat, de se dire, on est capable aussi d'intervenir sur ces sujets pour apporter de la régulation. Et cette régulation, dans l'entreprise, c'est aussi le rôle du syndicat. Des éléments très simples, y compris pour lutter contre la discrimination. Comment fait-on pour faire en sorte, mais je ne vais pas évoquer ici les questions en termes de solutions, on les évoquera plus tard, mais c'est vraiment un sujet pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement un rapport de force, je dirais, qui soit d'une personne à une personne. Il faut qu'on ait la possibilité de remettre du collectif là où souvent, dans ces dispositifs, prévaut l'individuel. Et faire en sorte que, dire bien souvent, dans certaines directions, attention, ce qui est produit par l'intelligence artificielle ou un outil, eh bien, c'est aussi la production d'une vision, d'une projection sociale, d'une façon de voir. Au fond, même sur les plateformes, la décision d'un algorithme, elle est aussi la production d'une direction patronale, mais à travers une médiation informatique. Donc l'infrastructure, elle porte aussi du sens. Et donc on doit être présent, notamment sur ces sujets-là. Grosso modo, ce que tu expliques, c'est que les syndicats doivent faire leur boulot, qui reste toujours le même, sauf que les conditions matérielles et technologiques évoluent. Ils doivent évoluer avec le monde moderne et continuer à faire leur boulot de représentation, de négociation, etc., etc. Oui, oui, tout à fait. Et puis pour conclure sur ce point d'introduction et laisser la place au débat, oui, je pense qu'il est absolument indispensable aujourd'hui, que ce soit sur la question des emplois, que ce soit sur la question des compétences, sur la question de la formation, sur la question du sens et de l'éthique, et on le verra notamment sur la question du travail, mais d'une manière générale sur l'accompagnement des salariés. Ça peut être quelque chose de formidable, à condition qu'on en ait la maîtrise et qu'on soit encore capable de peser dans la décision, mais comme toute technologie, il y a une part d'ambivalence.
Et donc, ça veut dire que si vous ne mettez pas en place les garde-fous, si vous ne mettez pas en place les régulations nécessaires, ça peut très vite devenir un outil qui est à la fois, je dirais, qui pourrait devenir dans une dimension panoptique de contrôle, hein, où il y a des capteurs dans tous les sens, ce serait un outil liberticide et qui serait contre-productif pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte de, par la négociation, il y a des dispositions internationales, il y a des dispositions au niveau de la loi, au niveau du règlement européen, mais ça doit devenir un enjeu. Et d'ailleurs, Béatrice Clic, qui interviendra, en parlera, y compris dans la négociation sur le tétra. Il faut qu'on s'empare de ces sujets, justement pour faire que la protection de la vie privée des salariés ne soit pas tout simplement considérée comme quelque chose d'accessoire. Donc voilà l'enjeu, et j'espère que ce sera donc l'occasion aussi pour les intervenants de poser des questions et avoir un éclairage sur ces enjeux essentiels. Voilà. Merci Eric. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Avec notre première table ronde qui s'intitule « Transformation numérique dans le monde du travail, de la régulation des outils à la protection des travailleurs ». J'appelle les 4 invités de cette table ronde. Béatrice Clic, Monsieur Geoffroy de Lestrange, Monsieur Pierre Blanc et Monsieur Gilles Gâteau à s'installer sur les sièges qui sont prévus à cet effet. Béatrice Clic, vous êtes secrétaire confédérale Force ouvrière, secteur de l'égalité et du développement durable, qui est un secteur très très étendu. J'ai vérifié ça ces derniers jours. Ça comprend l'égalité professionnelle, le numérique, l'économie sociale et solidaire, l'organisation du travail, le handicap, et j'en passe quelques-uns d'ailleurs, donc j'arrête là. Donc très étendu, mais effectivement, vous avez à surveiller ce secteur du numérique, et donc vous êtes celle qui, à FO, a la haute main sur ces sujets. Enfin, une de celles, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui s'en occupent, bien entendu, à commencer par aussi Eric, on l'a bien vu. Monsieur Gâteau, Gilles Gâteau, qui est donc à votre droite, qui est directeur général de l'APEC depuis le 1er juillet dernier. Vous êtes économiste, vous avez un parcours qui vous a conduit de la NPE au ministère du Travail et même au cabinet d'un certain nombre de ministres du Travail. Vous avez été DRH, à Air France notamment. Enfin, vous avez un parcours complet qui vous permet d'avoir une vision de ces questions tout à fait intéressante. Monsieur Pierre Blanc, vous êtes président de Atling Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et en management, cabinet qui, en dehors de donner des conseils stratégiques, publie aussi un certain nombre d'enquêtes, notamment l'impact du déploiement du digital dans un certain nombre d'activités, le commerce, la distribution, et puis également dans la banque, notamment une grosse enquête dans la banque. Vous êtes même intéressé, si mes souvenirs sont bons, à un métier particulier, les radiologues. Et donc, vous nous direz ce que vous avez trouvé sur ces questions. Et puis enfin, Monsieur Geoffroy de Lestrange. Alors, je n'ai trouvé, pour vous présenter, que des titres en anglais. Je vais essayer de traduire et vous allez me dire si je me trompe. Je dirais que vous êtes directeur marketing et communication de Cornerstone On Demand. Cornerstone On Demand, qui est un très gros éditeur de LMS, Learning Management System, avec quelques 70 millions d'utilisateurs et quelques 7000 entreprises clientes dans le monde. C'est bien ça? Et donc, vous êtes très présent d'ailleurs en France. Vous avez beau avoir une origine californienne, j'ai cru comprendre que la France était un très gros marché pour vous, c'est ça, hein? Voilà. Écoutez, pour introduire très, très rapidement cette table ronde, moi je vous demanderai à tous de faire un petit effort de mémoire et d'essayer de, non pas vous rappeler d'une enquête, parce que évidemment tout le monde a oublié ce qu'elle disait exactement, mais une enquête de 2013 de l'université d'Oxford qui a fait un grand bruit à l'époque, puisqu'elle s'intéressait aux conséquences du développement de l'informatique, du développement de l'intelligence artificielle sur 702 métiers présents aux États-Unis. On a tous oublié les détails de cette enquête, évidemment, mais on n'a pas oublié la conclusion, et la conclusion était très claire. 60% de ces métiers allaient être frappés de plein fouet et allaient éventuellement disparaître.
C'était une conclusion un peu effrayante, avec évidemment le corrélateur, ce qui est l'augmentation du chômage qu'on pouvait prévoir. Alors, les questions qui se posent sont les suivantes. Faut-il être effrayé par le développement du numérique qui paraît inarrêtable? Faut-il réguler par la loi? Comment protéger les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants? Voilà, toutes ces questions, on va essayer d'apporter quelques réponses ce matin avec nos intervenants. Auxquels j'ai envie de poser tout de suite une question qui me paraît incontournable avant de démarrer plus en avant, c'est de quoi parle-t-on? Quand on parle de transformation numérique, chacun dans vos domaines différents, comment est-ce que vous comprenez cette chose, cette question, pardon? Monsieur Blanc, à tout seigneur, tout honneur, vous avez donc, comme je le disais, produit un certain nombre d'enquêtes sur la question, sur les conséquences du développement du numérique. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que ce développement du numérique d'un point de vue technique, comme vous le faisiez dans vos lettres, et d'ailleurs rappeler les conclusions auxquelles vous avez comment dirais-je, que vous avez trouvé en fait après quelques années sur cette fameuse enquête d'Oxford sur laquelle vous êtes revenu. Merci Eric. Alors attendez, d'abord petit point technique, appuyez sur le bouton et ça doit devenir rouge et c'est comme ça que ça va fonctionner. Appuyez fort d'ailleurs, j'ai eu du mal moi. Encore. Alors je vais vous donner mon micro. Bien, la technique, on va parler d'intelligence artificielle et il y a toujours un sujet technique dans ce type de débat. Enfin, en tous les cas, merci Eric de passer la première question. Je voudrais déjà remercier FO-Cadre et Cornerstone de cette invitation et merci à Eric de m'avoir convié à cette table ronde qui est très importante et à un complice aussi, François Gueuse, qui a permis cette rencontre. Chez Atling, en fait, il nous arrive de faire des études pour des observatoires des métiers, notamment sur le secteur bancaire. Et les études, en fait, on a une approche un peu différente de ce que l'on a traditionnellement, c'est-à-dire qu'on parle assez peu en pourcentage. Nous, on soulève le capot, on met les mains dans le cambouis et on va sur le terrain. Et il s'est trouvé qu'on a tous été plus ou moins confinés au printemps. Et vous avez raison, Eric, de resituer cette étude d'Oxford qui a fait beaucoup de bruit, qui fait toujours beaucoup de bruit et dont les chiffres ne cessent d'être cités, notamment 47% des métiers qui seraient menacés, voire les 2/3 des métiers aux États-Unis. Alors ce qu'on a fait, nous, de manière très simple, c'est qu'on a repris cette étude parce que vous savez, tout le monde la cite, mais personne ne la lit. Déjà, ce qui est important, c'est de la lire pour en connaître la portée méthodologique, savoir comment ces chiffres ont pu être constitués. Et donc, on a repris les 702 métiers, donc les bases, en fait, aux États-Unis, datées de 2010, donc c'est-à-dire il y a à peu près 9 ans. Et on a regardé métier par métier, en fait, l'évolution qu'il y a eu en termes d'emploi, parce qu'aux États-Unis, on a une certaine transparence sur ce type de données. Et ce qui est intéressant, c'est que pour plus de 90% des métiers, en fait, l'étude s'était trompée. On était plutôt en croissance en termes d'emploi qu'en baisse en termes d'emploi. On avait bien entendu corriger ça de l'évolution de la démographie. Et quand même, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que tout le monde cite cette étude avec une disparition en fait, massive d'emplois liée à l'automatisation. Mais en fait, quand on regarde 9 ans après avec les chiffres qui sont ceux qui ont été publiés aux États-Unis, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Y compris sur des métiers qui sont très exposés ou qui seraient très exposés en France. Je ne parle pas des métiers de la grande distribution, mais vous voyez ce à quoi je peux faire référence. Les métiers du texte, avocats et autres, dont on nous dit que demain, c'est des métiers qui vont disparaître parce qu'avec les outils à base d'intelligence artificielle, on est capable d'aller plus vite, de reconnaître du texte et autres. Donc, peut-être premier constat, ces études, elles sont faites par deux chercheurs qui sont brillantissimes. Il y en a un, c'est un expert en intelligence artificielle. Il faut quand même soulever le capot, regarder comment la méthodologie a été établie, ce qu'ils ont cherché à mesurer, et finalement en extraire les biais, pour que justement éclairer le débat, parce que sinon c'est un peu facile de prendre un chiffre et de le transporter. Il y a eu beaucoup d'autres études aussi. Alors on est passé de 47, 60 ou 2/3 à 10%. Je pense que la bataille des chiffres n'a pas vraiment de sens. Ce qui est important, on aura l'occasion d'échanger sur les compétences, notamment avec des prestataires qui ont des outils de qualité, mais il faut aussi s'attacher au travail.
à quoi ça sert et pourquoi faire. Ce que disait Eric en introduction, que je partage, hein, c'est ces outils servent à quoi. Et d'abord, la première question, c'est la question du travail. Quel est le job? Ensuite, on peut se poser la question des métiers. Après, on peut se poser la question de quelles sont les compétences dont on a besoin pour exercer ce métier. Et puis à la fin, on va se poser les questions quantitatives sur l'emploi. Donc je pense qu'un autre enseignement de ces petits travaux pendant le confinement, ça a été de reposer les questions dans le bon ordre. C'est-à-dire quel est le travail? Et ça, c'est ce qu'on fait dans nos études. Hein. On a à chaque fois regardé pour la banque, pour le commerce, pour les telcos, le radiologue, quel est le travail? J'ouvre et je ferme la parenthèse du radiologue. On nous explique que l'œil artificiel est supérieur à l'œil biologique, ce qui est quelque part vrai, d'une certaine manière. Et donc, on nous explique qu'ensuite, les radiologues vont disparaître, au motif que l'œil artificiel est supérieur. Sauf que les radiologues, l'œil biologique, ils les utilisent pendant 20% de leur temps. Nous, on a mené justement cette étude pour regarder finalement quels étaient les travaux et quelles étaient les tâches qui étaient remplies par les radiologues. 20% de leur temps, ils utilisent l'œil biologique pour analyser les radios. Et souvent dans ces études, on oublie les mises en perspective. On voit bien qu'avec le vieillissement de la population, il y aura de plus en plus de radios. Et donc on voit qu'il y a un flux aussi d'activité qui va être bien supérieur. C'est là où il est important de bien positionner les outils par rapport aux enjeux. Donc ce sont des études qui sont intéressantes parce qu'Oxford a remis au-dessus de la pile en fait, des questions qui étaient un peu lancinantes sur les technologies, en particulier l'automatisation. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir s'en extraire, prendre du recul et débattre, comme on le fait aujourd'hui, sur ces questions. D'accord, donc un constat, ça marche? Oui, un constat plutôt rassurant. Est-ce que, monsieur Geoffroy de Lestrange, est-ce que vous pouvez reprendre, les deux micros marchent, hein, vous pouvez prendre l'un ou l'autre, ça fonctionne. Donc vous, chez Cornerstone, vous proposez des solutions pour transformer la gestion des ressources humaines. Est-ce que vous faites le même constat? Alors, sans revenir aux fiches cartonnées hein, des années 60-70, à l'époque des gens qui n'étaient pas des DRH mais des directeurs du personnel, est-ce que vous pouvez, en complément de ce que M. Blanc vient de nous dire, retracer un peu l'évolution sur ces 10 dernières années technologiques? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé et que proposez-vous pour aider les DRH à faire leur travail? Oui, alors déjà, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Cornerstone, en tant qu'éditeur de logiciels, couvre la formation dont vous avez parlé, mais aussi la gestion des compétences, on va en reparler sûrement, le recrutement, un peu d'administratif RH, beaucoup d'analytique, et on essaye vraiment d'avoir deux points de vue qui sont le point de vue du RH en tant que professionnel qui a des tâches à effectuer et le point de vue de l'employé qui lui aussi a besoin d'un portail RH avec un certain nombre d'éléments, par exemple pour se former, par exemple pour de la mobilité interne, etc. etc. Et l'outil va aider dans les deux directions. C'est-à-dire que l'objectif est, par exemple, de permettre aux professionnels RH d'aller plus vite sur des tâches à faible valeur ajoutée ou alors, et ça rejoint votre exemple du radiologue, des tâches pour lesquelles l'outil serait plus efficace. Je vais prendre l'exemple du recrutement. Alors, petite anecdote, hein, il y a 2 ans, je crois, une étude avait montré que à peu près la moitié des éditeurs qui parlaient de Big Data avaient en effet du Big Data. Hein, donc, il faut faire un peu le tri dans ce qu'on entend. Donc ça veut dire que la moitié n'en avait pas, c'est bien Exactement. Ce que vous dites. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de voir quelle technologie on utilise, à quelle fin, et avec quelle efficacité. Donc, par exemple, dans le recrutement, clairement, la décision ultime est humaine, hein, puisque c'est vraiment une décision humaine de dire, bah, tiens, est-ce que j'ai envie de travailler un certain nombre d'heures tous les jours avec la personne que j'ai en face de moi en entretien. Donc ça, c'est une décision humaine. Maintenant, quand je poste une annonce, par exemple sur l'APEC, et que j'ai plusieurs centaines de candidats, pour passer de plusieurs centaines à plusieurs dizaines à inviter en entretien téléphonique ou autre, là, on peut utiliser la technologie qui va permettre de faire des recherches de mots-clés, etc., et qui va aussi d'ailleurs éviter certains biais inconscients qu'on peut avoir humainement, puisque la consonance d'un nom de famille n'est pas un champ. Ce n'est pas quelque chose qu'on va analyser. Donc par définition, l'outil n'aura pas de biais inconscient vis-à-vis de la consonance d'un nom de famille d'un candidat.
Donc ça, c'est un premier exemple où on peut accélérer le travail d'un professionnel RH sur une étape, en l'occurrence d'un processus de recrutement. Il y a aussi tout ce qui est automatisation. Alors on peut dire, bah, tiens, suivant un certain nombre de critères, une personne qui rentre dans ces critères, automatiquement, va devoir suivre tel processus de formation. Hein. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, autant l'automatiser, ça accélère le travail RH, qui va pouvoir se concentrer, si je prends l'exemple de la formation, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme ce qu'on appelle la curation, donc la recherche de contenu intéressant en fonction des compétences qu'on veut développer. Donc ça, c'est quelque chose qui prend plus de temps, on a besoin d'un meilleur niveau de connaissances métiers. L'outil ne pourra pas remplir toutes les tâches à ce niveau-là, même si l'outil peut aider quand même dans la recherche de contenu sur le web notamment, etc. Donc je peux multiplier les exemples. Côté RH, l'outil va permettre d'aller plus vite, mais l'outil ne prendra pas de décision, il ne doit pas le faire, ça n'est qu'un outil. Côté collaborateur, c'est la même chose, sauf que le collaborateur passera moins de temps sur un portail RH qu'un professionnel RH qui l'utilise tout le temps. Mais si je veux, par exemple, regarder s'il y a des opportunités de mobilité interne dans l'entreprise, c'est quand même mon intérêt en tant que salarié que l'outil analyse les données disponibles me concernant, historique de poste, historique de formation, historique d'évaluation, souhaits personnels, compétences validées ou non d'ailleurs, pour me suggérer des mobilités dans lesquelles j'aurai plus ou moins de chances de réussir. Je pense que ce qui est important, c'est d'être transparent sur ce que fait l'outil, son utilité. Je pense qu'il faut effectivement un dialogue social là-dessus, et là, la France a peut-être un peu de retard par rapport, par exemple, aux Allemands, hein, puisque les représentants du personnel en Allemagne peuvent avoir un droit de veto sur certains types de projets de gestion des compétences, et surtout sur les sujets liés à l'évaluation d'ailleurs. Donc nous, on voit ça dans les projets qu'on mène en Allemagne, où on est très présent. Et je pense que là, il y a une occasion de dialogue social pour les RH en France, sur les sujets liés au développement des compétences. Messieurs, je ne voudrais pas, comment dirais-je, être impertinent, mais vous êtes positif, très positif sur les aspects de l'informatisation dans tous les domaines, y compris dans le domaine RH. Il n'y aurait pas quand même également une certaine destruction de postes grâce à l'informatisation depuis 10, 20, 30 ans? Écoutez, j'ai travaillé il y a pas mal d'années dans la robotique industrielle. Il est quand même intéressant de voir que des pays comme l'Allemagne et le Japon sont les plus automatisés, que l'Italie du Nord, qui a moins de problèmes d'emploi que l'Italie du Sud, est beaucoup plus automatisée que la France, que la Suisse est beaucoup plus automatisée que la France. Donc il n'y a pas, pour moi, hein, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. L'idée, c'est que les outils permettent d'accélérer les processus à faible valeur ajoutée, mais encore une fois, je me réfère à votre exemple médical, je pense que c'est tout à fait ça. Les métiers vont évoluer en utilisant la technologie pour s'améliorer, pour aller plus vite sur des tâches où il y a peu de contribution, mais ça va aussi donner naissance à des nouveaux métiers, ça va surtout faire évoluer des métiers. Pour moi qui suis un professionnel du marketing, les méthodes de travail du marketing en 2020 ne sont pas du tout les mêmes qu'en 1998 quand j'étais diplômé. Maintenant, le rôle du marketing, lui, est toujours le même dans l'entreprise. C'est la même chose pour les RH, c'est la même chose pour tout un tas de métiers. Je ne pense pas qu'il faille critiquer les outils en soi. C'est la façon dont on les utilise. Il faut effectivement bien les utiliser. Il faut qu'il y ait un contrôle, d'où l'intérêt, par exemple, du rôle de la CNIL. Je pense qu'on en reparlera dans la table ronde suivante. Donc il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait des lois, etc., bien sûr. Mais c'est quelque chose de positif pour la société et pour les salariés. Monsieur Blanc.
Oui, enfin juste une précision, c'est que c'est toujours facile sur Excel de faire des calculs et puis de dire à la fin ça va tomber là-dessus, et c'est toujours facile d'aller sur l'emploi. Finalement, l'emploi, c'est la conclusion de toute l'étude en amont. Enfin, le vrai sujet, c'est le travail. Le vrai sujet, c'est l'organisation du travail. Pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que ça change la manière de travailler. Et donc, nous, on nous a fait le truc. On nous dit, aujourd'hui, moi, j'ai dans mes équipes des gens qui sont des statisticiens. Et on me dit, en gros, maintenant, c'est des data scientists. Donc, tout le monde veut devenir data scientist, ainsi de suite. Moi, je les ai mis face à des data scientists. Ils savent se parler, ils se comprennent. Donc, effectivement, il y a des... On va en parler tout à l'heure, mais il y a une recomposition de certains métiers. Les rôles et les finalités du marketing, de la finance, du commercial sont toujours les mêmes. Et à l'intérieur, il y a une recomposition qui se fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ces outils, ils n'arrivent pas comme ça un matin. Il faut les intégrer. Il faut les intégrer dans une mécanique qui est l'informatique. Il faut les intégrer dans des systèmes d'information. Il faut ensuite que les gens sachent s'en servir. Et donc, c'est un processus qui est relativement long. Donc moi, je ne suis pas là juste pour dire je ne suis pas pro ou anti. J'essaie juste de donner la bonne température à un moment donné et avoir la vérité des prix. Il faut vraiment soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis. Et on s'aperçoit que il y a des choses sur lesquelles ces outils-là sont très performants, et puis il y en a d'autres sur lesquelles, comme vous disiez, il y a des limites et il faut que l'être humain soit aux manettes. Et surtout, ça ouvre des nouvelles perspectives. Je voudrais juste terminer là-dessus. Je le vois, en ce moment, je travaille sur un projet dans l'industrie, notamment à un moment où notre gouvernement veut relocaliser des emplois industriels. Clairement, le digital ouvre des nouvelles perspectives. On peut créer des nouveaux types de produits, des nouveaux types de services. Si je suis un prestataire industriel et que je fais de l'analyse de données pour améliorer les processus, pour permettre à l'utilisateur final, une usine par exemple, de consommer moins de matières premières, consommer moins d'énergie, je peux le faire grâce au digital. Donc je peux proposer des choses que je ne pouvais peut-être pas faire il y a 5 ou 10 ans. Merci. Monsieur Gatto, en dehors du fait que chaque personne de la table peut effectivement réagir sur ce qu'il a entendu précédemment, vous, à l'APEC, vous offrez des conseils aux cadres, des conseils en matière de gestion de leur carrière ou de recrutement, de recherche d'emploi. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce que la numérisation apporte éventuellement et qu'est-ce que surtout vous leur recommandez par rapport à leur carrière pour tenir compte de cette évolution? Merci. Et merci Eric Pérez pour cette invitation et donner l'occasion finalement de rappeler aussi à tout le monde ce qu'est l'APEC, un organisme paritaire qui a une vraie expertise sur l'emploi cadre dans toutes ses dimensions. Vous dites nous donnons des conseils aux cadres, c'est vrai, on donne aussi des conseils aux entreprises qui recrutent ou qui recherchent des cadres. Et aux jeunes diplômés, si j'ai bien compris. Et aux jeunes diplômés, absolument. On est un peu sur toutes ces dimensions. Et l'une des missions de l'APEC, outre celle de donner des conseils aux cadres et aux jeunes diplômés, aux cadres qui soient en emploi ou qui soient en transition professionnelle, et puis aussi d'accompagner les entreprises qui recrutent à trouver les bons candidats, on a aussi une mission d'éclairer finalement le marché du travail des cadres et l'évolution des métiers et du contenu, même des compétences qui sont attendues des cadres dans tous les domaines, qu'on parle d'experts ou qu'on parle de managers. Donc on est effectivement bien concerné par le sujet de ce matin. Moi je dirais, pour peut-être rebondir tout de suite sur certaines choses qui ont été dites, que je partage avec aussi quelques nuances, parce que c'est vrai et c'est très important de s'attacher au travail et au contenu concret du travail. Après, la relation avec l'emploi, elle est bouleversée par cette digitalisation de l'économie et des outils qu'on utilise dans le travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose de savoir si un travail effectivement digitalisé est effectué en France ou en Inde ou ailleurs, du point de vue de l'impact sur l'emploi, de l'impact sur la cohésion sociale en France, sur la cohésion territoriale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a des sujets d'emploi, on peut les regarder d'un point de vue super macro
économiques et globales et mondiales, on peut aussi les regarder à l'aune d'un territoire, d'un enjeu, d'un pays, d'une filière. Et on est obligé, dans ces moments-là, de considérer effectivement les impacts concrets que ça peut avoir. Moi, ce qui me frappe dans la quatrième révolution industrielle qu'on est en train de vivre finalement, depuis un certain nombre d'années, avec la digitalisation de l'économie, l'intelligence artificielle étant une des modalités. Je crois que la deuxième table ronde approfondira plus spécifiquement cet aspect-là, mais c'est une des modalités parmi plusieurs. On a des choses qui ne sont pas nouvelles, c'est la transformation des métiers. Ça, c'est un processus qui est continu. Et on peut dire que cette étape que nous vivons est une accélération, mais ce n'est pas quelque chose, on parle beaucoup de disruption, on parle beaucoup de rupture. On a connu dans le passé beaucoup aussi de disruption et de rupture. Donc on est pour moi dans un processus permanent de recomposition des métiers, des compétences, des façons de travailler, de produire, d'échanger. Ce qui est particulier avec celle que nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, c'est précisément la vitesse. Il y a une dimension d'accélération qui est extrêmement impressionnante. Finalement, elle ouvre quelque chose qui, là, est plutôt nouveau, la possibilité de, mécaniser ou confier à des formes d'intelligence artificielle, avec des guillemets, des activités qui ne sont pas seulement des activités à faible valeur ajoutée ou des activités manuelles, comme on l'a connu avec la robotisation, typiquement des chaînes de montage. Là, on est dans des activités qui sont des activités intellectuelles et à plus-value, qui peuvent être concernées aussi. L'autre dimension qui est frappante, qu'on observe aussi vu de l'APEC, c'est qu'elle efface beaucoup de frontières, cette évolution de digitalisation que l'on connaît. Des frontières spatiales. On peut aujourd'hui travailler dans des équipes de recherche qui intègrent des gens en France, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Voilà, on a des équipes aujourd'hui qui se constituent à des échelles mondiales et qui ont effacé la distance. Effacer la distance ou la séparation entre le domicile ou la sphère privée et la sphère professionnelle, c'est pas complètement nouveau pour les cadres, ça fait longtemps qu'ils font du télétravail en retravaillant chez eux tard le soir ou le week-end. Bon, là on est passé avec le télétravail dans une autre dimension plus organisée ou plus généralisée de l'organisation du travail, mais cet effacement est aussi rendu possible par des outils digitaux qui n'existaient pas il y a encore 15 ou 20 ans à cette dimension-là. Donc on a ça. Et puis l'autre élément qui est important pour les cadres que l'on reçoit à l'APEC ou pour les jeunes qui commencent une carrière, c'est que ça change complètement le modèle managérial. Parce que justement, manager des équipes à distance, soit qu'elles sont pour partie de leur temps en télétravail, soit qu'elles sont dispersées quelque part sur la planète, manager à l'heure du digital des réseaux sociaux d'entreprise dans lesquels on peut demander à un de ses pairs, où que ce soit, conseil sur ou une expertise sur tel domaine, ça casse complètement la chaîne hiérarchique. On est beaucoup plus horizontal que vertical. Ça déstabilise beaucoup. Moi, j'ai vécu ça il y a maintenant plus de 10 ans, par exemple, quand on a introduit un réseau social interne à EDF dans le champ nucléaire, qui est un champ qui a une technicité certaine. Ça permettait de poser des problèmes et de rechercher des solutions dans l'ensemble du parc nucléaire auprès de gens qui avaient rencontré le même type de difficultés, de façon horizontale et immédiate, en court-circuitant toute la chaîne hiérarchique technique, managériale et technique. Ça a été une vraie révolution, induite par un outil finalement qui a été plus rapide d'une certaine façon à s'installer que les modes de management associés qui courent un peu derrière. Donc on a chez les cadres
évidemment, un énorme défi, je pense qu'on va en reparler dans la suite de la table ronde, de transformation des compétences par rapport à cette donne qui a changé, pas seulement le contenu de leur travail, mais le mode de management et aussi la dilution finalement d'un certain nombre de frontières qui posent aussi des nouveaux problèmes par rapport à ce que c'était que d'être un cadre qui arrivait au boulot à 8 heures et qui repartait à 20 heures il y a 25 ans ou 30 ans. Certainement. Juste petite question subsidiaire. À l'APEC, vous êtes aussi employeur. Est-ce que l'informatique, est-ce que les algorithmes sont rentrés à l'APEC? Et quelles conséquences? Alors, bonne question, parce que c'est vrai qu'on a cette activité, mais on est aussi une entreprise, hein, on produit également. Oui, nous avons des algorithmes qu'on utilise. Je serais tenté de dire peut-être pas assez. Je parle sous l'œil évidemment d'un administrateur de la maison. Mais par exemple, nous avons un job board, enfin une plateforme qui est apec.fr, hein, sur laquelle on publie chaque année plus de 400 000 offres d'emploi. L'une des conditions pour publier une offre d'emploi qui est saisie sur apec.fr, c'est qu'il y a un petit contrôle, que le contenu de l'offre est bien conforme au droit en particulier. Donc il y a un examen pour vérifier ce qu'on appelle les offres en chaos juridique, c'est-à-dire celles qui ne vont pas être publiées directement parce qu'il y a un souci, et derrière on va appeler l'employeur pour proposer une modification de son offre pour qu'elle puisse être publiée. Parce que quand on cherche, je sais pas quoi, un homme de terrain, ben non, ça c'est pas possible. On ne peut pas écrire qu'on cherche un homme de terrain. C'est un homme ou une femme de terrain, c'est pas un homme de terrain. Voilà. Et ça, 400 000 par an, c'est pas des salariés de l'APEC qui font ce travail de tri. C'est un algorithme et derrière, eux, ils appellent les employeurs pour trouver la solution là où on a détecté une non-conformité juridique dans la rédaction de l'offre. Et là où je dis pas assez, c'est que je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un travail qui est fait à la main par nos consultants relations entreprises, au-delà de l'aspect juridique, de regarder les offres dont on pense qu'elles vont avoir de la difficulté à trouver des candidats. Alors, ça, vous me parlez des offres, donc des prestations de services de l'APEC vis-à-vis de ses clients, hein, oui. Entreprises ou cadres, mais dans son rôle de gestionnaire d'équipe, dans son rôle il y a un RH à l'APEC, j'imagine, est-ce que l'informatisation, la numérisation, voire l'intelligence artificielle a fait son entrée? Non, il y a de l'informatisation, évidemment. On a un outil que je ne citerai pas ici, évidemment, pour la gestion de tout ce qui est les entretiens, le suivi de carrière, etc. Dont on n'est pas d'ailleurs totalement satisfait, me semble-t-il. Donc il y aura sûrement des perspectives pour essayer d'évoluer, d'améliorer les choses. Mais non, aujourd'hui, dans la gestion RH à l'échelle de l'entreprise APEC, 1 millier de collaborateurs, on n'a pas d'outils d'intelligence artificielle. Mais on l'a en tant qu'entreprise vis-à-vis des clients. Très bien, oui, l'APEC, grosse PME quand même, 1 millier, ça commence à être un peu sérieux, mais ça n'est pas du niveau des entreprises du CAC 40. Madame Béatrice Clic, de votre poste d'observation, je vous ai proposé d'intervenir à la fin de cette première question, parce que je me suis dit que vous auriez des réactions vis-à-vis de tout ce que vous avez entendu. Donc voilà, quelle est votre vision syndicale par rapport à ce que nous avons entendu depuis le début de cette table ronde? Alors, d'un point de vue syndical, alors d'abord la question de la transition numérique, c'est quand même une question qui est très vaste, c'est ce qu'on s'est dit en préparant, puisqu'on parle du numérique, mais chacun y met un petit peu ce qu'il veut. On parle de digitalisation, de robotisation, d'automatisation, d'intelligence artificielle, donc ça fait quand même beaucoup de choses très différentes. C'est évidemment incontournable. On peut de toute façon, même syndicalement, si on ne voulait pas que ça se fasse, on ne pourrait pas faire autrement que de le subir. Donc on se dit que le mieux, c'est quand même de l'encadrer, de l'entourer.
et d'essayer d'aller au mieux pour que ça reste acceptable. Alors, quelques exemples sur la digitalisation, et à chaque fois, il va y avoir bien sûr des points positifs. Alors, je vais peut-être moins les développer parce qu'ils ont été quand même bien mis en avant ce matin, donc je vais être moins sur les aspects positifs, mais c'est certain que la digitalisation, par exemple, va améliorer l'efficacité parce que ça fluidifie les échanges, que ce soit grâce au mail, que ce soit grâce au smartphone, où finalement on peut du coup être joignable tout le temps, partout, et c'est quand même très pratique. Pour autant, c'est aussi de vrais dangers. Parce que ça veut dire sursollicitation, ça veut dire hyperconnexion. Les cadres savent très bien ce que c'est depuis bien longtemps et les non-cadres le découvrent avec le télétravail en confinement. Mais donc il y a des dangers et il y a aussi des dangers quand le virtuel prend trop de place par rapport à la relation humaine en tant que telle. Donc c'est aussi important de garder cette part d'humain toujours dans les relations d'entreprise. Si on prend la robotisation c'est pareil. D'un point de vue positif, ça améliore les conditions de travail. C'est certain, sur les chaînes de production, on peut voir que ça permet aux gens de moins s'abîmer parce qu'ils soulèveront moins de poids, parce que les chaînes vont être organisées autrement. Mais ça, c'est valable seulement pour ceux qui vont garder un emploi. Parce que souvent, une chaîne de production, c'est 6 personnes dessus avant la robotisation, et puis on peut passer à 2 au pire des cas, à 3 ou 4 dans le meilleur des cas. Donc il ne faut pas perdre de vue ça non plus. Donc c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure sur le fait que ce qui est important, c'est la notion de travail, mais la notion d'emploi a évidemment aussi toute son importance. Parce que c'est bien que ça améliore le travail de ceux qui ont un emploi, mais il ne faut pas perdre de vue que la nécessité, c'est aussi que tout le monde puisse avoir un emploi. Si on part alors sur l'intelligence artificielle, monte un peu crescendo, mais avec l'automatisation, alors je vais prendre un cas extrême qui est un épiphénomène, mais on a vu à Nantes les maisons construites avec les systèmes de robots 3D, les systèmes de photocopieurs, là. Un système comme ça, donc bien sûr on ne fera pas toutes nos maisons comme ça demain, mais pour autant, c'est 10 maçons qui travaillent pendant 3 semaines pour faire une maison en temps normal, sur la partie gros œuvre, hein. Et avec le robot en 3D, on passe à 3 personnes sur une semaine. Et pas des maçons, des gens qui sont capables de superviser une machine informatique. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes emplois. C'est la même chose pour les caisses automatiques, pour les péages d'autoroute. Tout ça, ce sont des emplois qui, malgré tout, sont supprimés. Et pour autant, les emplois qui se créent en face ne sont pas du tout les mêmes. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Après, il y a aussi un réel danger sur l'automatisation, c'est quand finalement c'est le robot qui devient chef. On voit sur les entrepôts Amazon ce que ça donne. En fait, c'est plus l'humain qui commande le robot, c'est bien l'inverse, c'est le robot qui commande l'humain et qui lui explique qu'il faut qu'il passe par tel ou tel endroit et qui va lui expliquer qu'il n'a pas été optimal s'il ne prend pas le bon chemin pour faire sa commande dans le bon sens. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même bien sûr toujours des avantages, il y a aussi toujours de vrais dangers. Si je prends l'intelligence artificielle, on a parlé tout à l'heure des CV. Les algorithmes pour les CV, c'est effectivement, alors bien sûr, je ne sais plus lequel de vous disait, ça ne prend pas en compte la consonance du nom de famille. Pour autant, l'algorithme va avoir des biais et des stéréotypes, on le sait, et le risque, c'est qu'on n'a plus tellement de vision de comment la machine calcule, comment elle fait sa recherche. Et donc le risque dans l'analyse de CV, c'est d'avoir des clones finalement et de passer à côté de pépites qu'on pourrait juste rencontrer au hasard d'un casting peut-être un petit peu différent et uniquement humain, mais qui aurait l'intérêt d'amener aussi beaucoup de choses à l'entreprise de par le profil un peu atypique. Je finirai donc avec un dernier exemple, les chabots. Les chabots qui sont, vous savez, ces machines apprenantes, alors on en a de plus en plus dans les banques notamment. Vous savez, c'est ces petits robots qui vous parlent et qui répondent à vos premières questions quand vous en avez, si vous êtes en banque digitale. Alors, ils apprennent, au départ, ils ne savent pas faire grand-chose, donc c'est pas trop compliqué. Il y a un niveau 2 humain qui est quand même plutôt important. Mais au fil du temps, et il apprend très vite, le robot va être en situation apprenante. Et donc, il va y avoir de moins en moins d'humains en niveau 2. Et ces humains vont devoir faire des tâches de plus en plus complexes. Alors, j'entends tout à l'heure, quand vous disiez... c'est plutôt bien parce qu'on peut optimiser toutes les tâches faciles, on peut les supprimer, c'est une bonne chose parce que finalement on se concentre sur les trucs les plus importants, les plus intéressants et puis on gagne en vitesse, etc. Sauf que dans une journée de travail, pour être vraiment au mieux au niveau santé, il est important d'alterner des moments où effectivement on est sur des tâches complexes et des moments où on est sur des tâches simples.
Et donc, si on fait la chasse à tous les temps calmes, à tous les temps où finalement on fait des choses faciles, ben, à un moment donné, le résultat, c'est l'épuisement, c'est les risques psychosociaux et c'est les burn-out. Donc, je pense qu'effectivement, au niveau de FO, nous, on considère que oui, bien sûr, la transition numérique, c'est incontournable. Pour autant, ça doit rester au service de l'humain, ça ne doit jamais être l'inverse. Et donc, il faut l'encadrer et il faut la maîtriser. Et c'est vrai que pour l'instant, les accords d'entreprise sur le sujet sont quand même encore relativement rares. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous redonner la parole pour réagir pour l'instant entre vous. On va passer à une deuxième question, mais évidemment, si vous avez envie de rajouter des choses, de donner des précisions, vous serez libre de le faire, bien entendu. Je vais aussi vous demander, le plus poliment possible, de faire un petit peu plus court, chacun. C'est difficile, je sais, de manière à ce qu'on puisse éventuellement, à la fin, avoir discuté sur un plus grand nombre de sujets et de questions. Bon, on verra. Hein, on n'est pas non plus avec des impératifs énormes là-dessus. Alors, la numérisation, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est porteur de changements permanents, positifs, négatifs, etc. Ça engendre forcément, et vous l'avez rappelé, Madame Click, un problème de compétences. Ce n'est pas forcément les mêmes compétences que nous avions, même sur un même métier, il faut développer des compétences nouvelles, voire oublier un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, dans certains domaines. Est-ce qu'on doit apprendre à coder? Enfin voilà, il y a des tas de questions sur le côté compétences. Monsieur Gâteau, sur ce sujet, vous allez bientôt publier une étude sur l'impact de l'IA pour le management. L'APEC, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, conseille les cadres, conseille les entreprises. Alors, quelles sont les conséquences de cette numérisation un peu concrète que vous avez pu faire émerger, si vous pouvez nous dévoiler quelques points saillants de cette étude? Alors, l'étude en question est plus un survey, on va dire, de la littérature disponible sur le sujet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une erreur, me semble-t-il, à ne pas commettre, c'est de se focaliser exclusivement sur les métiers, les emplois qui sont les plus impactés ou les plus massivement impactés. Ceux-là, alors je partage l'interrogation sur les chiffres, et après tout, c'est pas forcément ça, d'ailleurs, qui est le plus décisif. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est un peu plus, un peu moins? Le message, à la PEC, en tout cas, qu'on a envie de faire passer, c'est que c'est pratiquement 100%, en fait, des emplois de cadres et d'ingénieurs qui sont concernés ou impactés un peu ou beaucoup. Et c'est important pour tout le monde, finalement, d'intégrer aussi ce qu'est cette donne nouvelle qu'amène la digitalisation, pas seulement l'intelligence artificielle, mais plus largement la multiplication des outils digitaux. Et ils sont impactés, j'allais dire, soit dans leur expertise métier. Vous savez, quand on parle de cadre, et ça, la PEC analyse régulièrement, pour le coup, le contenu précis du travail et des types d'emplois ou de responsabilités exercées par les cadres. Vous avez à peu près 40% des cadres qui sont des encadrants au sens hiérarchique, managers hiérarchiques qui encadrent des équipes, à un extrême. À l'autre extrême, vous avez 35% des cadres qui n'encadrent pas, qui n'ont pas d'équipe, qui sont des experts dans leur domaine, dans leur métier, des ingénieurs ou pas des ingénieurs, des juristes, des RH, etc. Et puis, entre les deux, vous avez 25% de cadres qui animent des équipes dont ils ne sont pas forcément le responsable, le N+1 au sens hiérarchique, et qui sont dans des démarches de projet. Bon, ça, je n'ai pas en tête le chiffre, j'aurais pu le regarder là, mais il est certain que si on se projetait 10 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, cette répartition ne serait pas exactement la même. Parce que cette composante-là, qui fait pratiquement un cadre sur 4 aujourd'hui, il est
typiquement ce qui est une conséquence de cette évolution du travail induite par la digitalisation, la numérisation, l'accélération qui est derrière, parce que c'est des modes projet, c'est une recomposition assez complète qui est à la fois nécessitée par et rendue possible par l'existence d'outils de travail qui permettent de manager des équipes à distance, etc. Donc, ne serait-ce par exemple que cette évolution-là, développer des compétences en management de projet, aujourd'hui pour des cadres, ça va devenir un élément de plus en plus essentiel de leur employabilité. Si on parle de développement là aussi de compétences, on a celles qui sont directement liées aux outils. Ça va des choses les plus basiques, mais qui sont faites depuis longtemps. Le métier d'assistante de direction aujourd'hui est un métier qui est en voie de disparition dans les entreprises. On a énormément dans les organisations réduit cette fonction, et donc les cadres aujourd'hui, voilà, ils prennent leurs rendez-vous eux-mêmes en envoyant des invitations Outlook, ils tapent eux-mêmes leurs mémos, ils les donnent jamais à taper à qui que ce soit. Donc il y a des choses qui... C'est vrai, mais encore que j'ai entendu dire que dans certaines entreprises, les cadres, justement, on avait marre de faire des heures supplémentaires pour travailler et faire ce travail qui doit être fait et réclamaient peut-être un petit peu plus d'aide. Mais enfin, c'est peut-être pas une évolution énorme. Il y aura comme toujours des effets de balancier, mais en tout cas, la tendance aujourd'hui, elle est très nette dans ce sens-là. Mais ça, c'est des choses qui sont, j'allais dire, déjà faites d'une certaine façon, jusqu'à la maîtrise d'outils nouveaux sur lesquels aujourd'hui, alors le télétravail typiquement a accéléré complètement. Voilà, tout le monde est devenu maintenant un pro du WebEx, du Zoom et autres Teams. Et puis, il n'y a pas que ça. Par exemple, les compétences linguistiques en anglais. Aujourd'hui, quand on travaille sur des projets IT de ce type-là, ou qu'on utilise des outils IT, de plus souvent, on a aussi besoin d'utiliser davantage l'anglais que ça n'était le cas antérieurement, parce que voilà, on est dans une démarche qui est beaucoup plus, je dirais, mondialisée et qui utilise plus le vecteur typiquement de l'anglais. J'ai parlé de la conduite de projet. Et puis derrière tout ça, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, dont tout le monde est très persuadé, qui devrait occuper beaucoup l'attention des recruteurs. C'est tout ce qu'on appelle les soft skills, ce n'est pas tellement cette expression, mais en tout cas des compétences qui sont à la fois transverses et à beaucoup de métiers au-delà de la compétence technique, mais qui font aujourd'hui la capacité à agir et à avoir une vraie employabilité dans le marché d'aujourd'hui. C'est voilà, la capacité d'organisation, la capacité d'entraînement, la capacité justement de créer et de faire vivre du collectif de travail dans des situations plus éclatées, et puis d'accompagner les collaborateurs dans l'évolution des compétences qu'ils subissent, si on veut utiliser cette expression, ou en tout cas à laquelle ils ont à faire face du fait de la digitalisation. Là, je parle bien des emplois non cadres, de ceux que les cadres managent dans leurs équipes et qu'il faut aussi accompagner. Ce n'est pas que le travail des RH. Et si on compte que sur les RH pour faire ce job, je crois que dans les entreprises, on s'expose à beaucoup de déconvenues. Et donc, ça fait beaucoup de compétences demandées à ces cadres aujourd'hui dans ce contexte de transformation. Accompagner la transformation des compétences de leurs collaborateurs dans leurs équipes par rapport à ce numérique, manager leur propre changement de compétences, à la fois en technique et à la fois comportemental. Voilà, c'est ça aujourd'hui les défis qui se posent à eux.
Merci. Donc, beaucoup la nécessité d'avoir de nouvelles compétences, donc de la formation. Madame Click, est-ce que vous estimez à EFO que les entreprises financent suffisamment, font les efforts suffisants pour former, pas seulement leurs cadres d'ailleurs, parce que les cadres sont toujours les mieux outillés en matière de formation dans les entreprises en général, mais tout le monde de manière générale, est-ce que c'est suffisant de votre avis? Alors, est-ce que c'est suffisant? En tant que syndiqué, je vous dirais toujours que ça n'est pas suffisant. C'est pas. Non, je pense qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des métiers évoluent. On l'a dit. C'est sûr qu'il est probablement plus facile de prévoir les formations pour accompagner les évolutions quand ça concerne, par exemple, des informaticiens ou des métiers qui sont très, très branchés sur ces nouvelles technologies, où c'est une évidence qu'il va falloir les former. C'est peut-être moins simple de penser que la secrétaire aussi va devoir être formée, que les agents vont devoir l'être aussi, et que ce ne sera pas le plus facile. Parce que quand on est informaticien, on a une appétence au changement, je pense. Moi, je ne suis pas du tout, je m'occupe du numérique, mais je suis un peu rétrograde là-dessus. Mais j'ai un peu de mal. Mais voilà, on a une appétence au changement, donc forcément, ça va être assez simple de dire je me mets dans un processus d'apprentissage à nouveau. C'est peut-être beaucoup moins vrai quand on est secrétaire depuis déjà plus de 30 ans et qu'on voit évoluer les choses, évoluer son poste, qu'effectivement, on fait moins appel à vous pour des prises de rendez-vous, pour tout simplement parce que ça se passe directement sur le téléphone portable, donc la secrétaire, elle ne sert plus à rien, pour ça en tout cas. Et donc la difficulté qu'il y a, c'est qu'en tant que manager, il faut réussir aussi à embarquer ces gens-là. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi là-dessus, c'est sur comment on réussit à former les gens et à les emmener sur ces évolutions, même quand ils n'ont, j'ai envie de dire, rien demandé et qu'ils n'étaient pas venus là pour ça. Et je pense qu'il y a aussi un problème d'ailleurs avec les managers, c'est que manager, quand on s'est orienté sur du management il y a 20 ans, c'est pas forcément le management d'aujourd'hui et c'est pas sûr que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde y trouve réellement sa place. Donc je pense que oui, les entreprises sont en tout cas conscientes des enjeux, ça c'est certain, parce que de toute façon il y a des enjeux de compétitivité. Il faut former au métier, mais il faut surtout aussi former aux usages. On l'a vu là avec le télétravail par exemple, c'est des nouvelles méthodes de travail, c'est des nouvelles façons de faire. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc, c'est important de voir tout ce qui touche à l'organisation, à la priorisation. Et puis, tous les changements, vous l'avez abordé, tout ce qui est changement de fonctionnement. Quand on travaille en mode projet avec des collectifs finalement qui sont très variables, il faut réussir aussi à se positionner dans la hiérarchie et dans le collectif éphémère. Et réussir aussi à prioriser du coup les différentes tâches, parce que des fois vous vous trouvez à être dans plusieurs collectifs et finalement du coup vous n'avez plus que des urgences parce qu'évidemment chaque collectif vous dira que c'est prioritairement de lui qu'il va falloir vous occuper. Donc ça plus le mode agile, c'est vrai que ce sont des systèmes qui complexifient les choses. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des formations spécifiquement techniques que vous présentez très justement, c'est plutôt du comportemental, de l'organisation de son travail, de choses comme ça, finalement, qu'il faut réapprendre, c'est ça? C'est en termes de l'organisation du travail, fait effectivement bien sûr partie des choses à prendre en compte. Alors sur les questions des compétences, moi je ne parle pas du tout anglais, donc je vais m'éviter les termes, mais les compétences de savoir-être, ça on est beaucoup plus réservé aussi là-dessus, parce qu'à un moment donné, il nous semble un peu étonnant de partir du principe que vous devez, pour pouvoir faire tel ou tel travail, être souriant, être empathique. Enfin, il y a des données maintenant qui arrivent qui sont quand même plutôt étonnantes. Alors souriant et empathique, d'ailleurs, c'est souvent dans les choses qu'on demande dans certains métiers très, très féminisés. Et on ne considère pas que ce soit une compétence, c'est pour ça qu'on est souvent moins bien payé d'ailleurs. Mais ça, c'est une aparté, c'est un autre sujet. mais voilà, je pense qu'il y a un moment, j'ai vu il y a quelque temps que maintenant on recrute en faisant des escape games. Recruter en faisant un escape game, c'est quand même un concept. C'est un terme anglais. Ouais, c'est un mot anglais, comme quoi, vous voyez, j'en fais dans mes loisirs un peu plus.
Mais c'est quand même assez étonnant, parce qu'en fin de compte, on va juger si on recrute quelqu'un ou pas dans sa capacité à sortir d'une pièce et à travailler en collectif, alors que finalement, il y a de toute façon quelque chose de biaisé, c'est que si vous avez déjà fait plusieurs escape games dans votre vie, ben forcément vous y arriverez beaucoup mieux que si vous n'en avez jamais fait. Donc je pense qu'il y a quand même aussi parfois des erreurs de... Merci beaucoup. Monsieur de Lestrange, vous allez nous dire que les produits que vous pouvez proposer aux entreprises n'ont pas besoin de formation spécifique et qu'il est très facile de les prendre en main, ou bien si, faut-il effectivement avoir un minimum de formation? Non, alors, ce sont des outils, donc évidemment, comme tous les outils informatiques, les logiciels les plus récents, on a une facilité de prise en charge, mais après, si on va aller plus loin, on peut se former, bien sûr. Mais je voudrais réagir sur ce qu'a dit Madame Klick, d'abord sur plusieurs points. Je pense que un des éléments qu'a montré la crise du Covid et le confinement, c'est que finalement, ces frontières entre les compétences comportementales et les compétences peut-être plus techniques sont de plus en plus diffuses. Par exemple, au moment du confinement, les entreprises ont été confrontées à une mise en place en urgence du télétravail pour celles qui étaient le moins bien préparées. Sauf qu'il ne s'agissait pas que de fournir un ordinateur portable pour ceux qui n'en avaient pas ou du matériel au sens large. Il s'est agi aussi en même temps, et vous l'avez évoqué, de former les salariés, les managers au travail à distance, avec tout ce que ça implique. Petit aparté concernant Cornerstone, parce qu'on a aussi une fondation qui travaille avec pas mal d'ONG sur ces sujets. On a créé un portail gratuit qui est toujours disponible d'ailleurs et qui existe aussi en français, qui s'appelle Cornerstone Cares, qui est accessible de notre site internet csod.fr, où on a mis du contenu de formation sur ces sujets-là, gratuitement pour le public, sur le Covid, sur la gestion du stress et sur le travail à distance, pour rendre service au moment du confinement, et on l'a fait en 5 langues. Et l'idée, c'est de constater qu'effectivement, eh bien, gérer une équipe à distance nécessite quand même des compétences comportementales un peu différentes en termes d'empathie, en termes de contact, en termes de façon de s'exprimer, façon de prendre des nouvelles, etc. Surtout dans des périodes de stress telles qu'on les a connues au mois de mars, mais aussi telles qu'on les connaît en ce moment. Et je pense que là, la technologie peut quand même rendre un service parce que typiquement, il n'y a pas forcément besoin de longues formations complexes pour certaines choses. Par exemple, si je dois appeler quelqu'un de mon équipe et peut-être avoir une conversation un petit peu sérieuse parce que la personne a fait une erreur, voilà, je suis obligé de faire des commentaires peut-être un peu négatifs, eh bien, il existe des mini-formations de 3 minutes, 5 minutes de vidéo sur comment donner du feedback constructif quand il y a eu un problème, par exemple. Donc ça, ce sont des choses très faciles, très pratiques, qu'on peut facilement proposer. C'est pour ça qu'en termes de stratégie de formation, je pense qu'il faut à la fois avoir une réflexion long terme, hein, c'est l'ancien plan de formation qui est devenu plan de développement des compétences, en espérant que les entreprises se débarrassent un peu de l'aspect administratif du sujet, parce que c'est quand même un peu le gros problème. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Donc il faut cette vision-là, essayer de planifier un petit peu le développement des compétences, anticiper effectivement les changements pour être capable de dire, tiens, de quelles compétences j'aurai besoin dans 1 an, 2 ans, en fonction des développements produits, des développements marchés, si j'ouvre un bureau dans un nouveau pays, qui parle cette langue, qui peut l'apprendre, etc. Mais aussi avoir une stratégie, j'allais dire court terme, mais en fait, c'est même pas ça, c'est d'immédiateté en proposant des contenus de formation à la demande dans le quotidien du travail. Alors ça, c'est un gros sujet d'étude des analystes et des experts. Ceux qui suivent un petit peu le sujet dans le monde anglo-saxon connaîtront peut-être Josh Bersin, qui a écrit sur ce sujet beaucoup. L'idée, c'est finalement que ce type de formation-là
s'effacent dans le quotidien du travail. C'est-à-dire que je puisse accéder à ces contenus de micro-formation au moment où j'en ai besoin. Et là, le digital va vraiment pouvoir aider, parce que ça peut être fait facilement, ça peut être sur un appareil portable, ça peut être aussi dans le partage des connaissances, on en a parlé tout à l'heure, être capable de dire, bah tiens, je peux filmer quelqu'un, par exemple en usine, on vient de mettre en place une nouvelle machine-outil et il y a un ouvrier qui sait très bien l'utiliser, je le filme en train d'expliquer ça, et ce petit film devient un objet de formation pour les autres usines qui auraient le même type de machine. Donc on peut utiliser la technologie de façon beaucoup plus flexible pour accéder à des connaissances, et c'est l'exemple que vous donniez sur le fait de pouvoir accéder aussi à des experts internes beaucoup plus facilement. Et ça, je pense que c'est très positif. Donc la formation doit vraiment être perçue comme étant un mix de planification long terme et d'accès immédiat. Et là, l'unité monétaire, finalement, ce n'est pas tellement l'euro, parce que ce n'est pas forcément si cher que ça, c'est plus la minute. Le temps, plus, oui. Voilà, le temps fait que les entreprises doivent reconnaître et mettre en place, c'est presque une notion de culture d'entreprise finalement, hein, de reconnaître ce temps pour apprendre. Et notre fondateur avait lancé une initiative qu'il avait appelée, qu'il avait beaucoup poussée aux États-Unis, qu'il appelait 5 for 20. Donc je donne 5% du temps, donc en gros 2 heures par semaine à la louche, hein, pour apprendre, et je gagne 20% de rétention. C'était un petit peu ce message qu'il essayait de pousser, le fait de dire que le temps pour apprendre n'est pas du temps perdu pour l'entreprise. Et je ne parle même pas des aspects légaux ou contractuels ou de dialogue social, c'est juste un constat business. Les entreprises ont intérêt à libérer du temps pour apprendre, pour développer des compétences. Et ça peut être aussi en mode projet. Quelque chose qui se développe beaucoup, là c'est très récent, et on voit nos clients utiliser notre outil de recrutement pour ça, c'est assez intéressant, c'est une façon de contourner l'outil finalement, c'est de proposer des projets, de dire bah, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pendant 6 mois, 4 heures par semaine. Recruter en interne, voilà, des gens sur un projet. Pour recruter en interne, mais ce n'est pas une mobilité, c'est plus de dire j'ai besoin de compétences temporaires, mais ça permet aux autres salariés d'apprendre sur le terrain, de se former en disant bah, tiens, oui, ça m'intéresse, de développer cette compétence, donc je vais travailler temporairement quelques heures par semaine sur autre chose. Et je pense que ça, c'est aussi une des réponses à ce que vous évoquiez dans le risque de finalement détruire certains emplois, c'est le développement des compétences en interne et la mobilité interne. Même si là, je crois que la France fait plutôt du meilleur travail que d'autres pays où on pense automatiquement au recrutement externe sans forcément penser à la mobilité interne. J'ai l'impression que la France est plutôt bonne là-dessus. Merci. Monsieur Blanc, je vous vois noter frénétiquement depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez des réactions et des convictions à nous présenter sur le sujet des compétences et de l'évolution de ces compétences dans le poste de travail. Moi, je trouve que ce genre d'échange est très riche et devrait être fait de manière très régulière. Il faut vraiment que ce débat-là, sur l'évolution, et ce que disait Eric en introduction, c'est que derrière les outils, c'est une vision de la société qui est projetée. Et donc, on ne peut pas laisser ça aux mains des technologues. On ne peut pas laisser ça aux gens techniques. Et moi, tout mon message vis-à-vis des organisations syndicales, mais aussi vis-à-vis des entreprises, c'est de se réapproprier ces sujets-là. Ce n'est pas complexe. Il suffit juste, comme vous le disiez, de s'y coller, quoi. Il y a un moment donné, il faut soulever le capot, mettre les mains dans le cambouis. C'est très, très simple. Vous parliez des chatbots. Moi, j'aime bien échanger avec des gens qui donnent des exemples concrets. Parce que sur ces sujets-là, tout le monde part dans des trucs très génériques. Il faut des exemples concrets et des volumes en face. Parce qu'on me parle de suppression d'emplois, on parle de destruction créatrice. Moi, je suis agnostique par rapport aux théories économiques. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre des volumes en face. Je prends un exemple sur les compétences transversales. On a porté le sujet en décembre 2017 quand on a publié notre étude sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la banque, emploi et compétences. 370 000 personnes, hein, le secteur bancaire, à peu près la moitié dans le réseau. On a eu une petite pression de 2 organisations syndicales qui ont voulu qu'on sorte des chiffres. On leur a expliqué pourquoi on ne pouvait pas sortir des chiffres. 2 ans et demi après, si je reprends les conclusions et si je reprends les alertes qui avaient été faites par, justement, vous savez, un observatoire, c'est un organisme paritaire, donc branche employeur et syndicale.
Si je reprends les alertes qui m'avaient été données il y a 2 ans ou voire 3 ans, si je me projette maintenant, il ne s'est rien passé. Il y a effectivement des destructions d'emplois dans le secteur bancaire, mais ce n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Donc, qu'on me donne des exemples, et moi je suis prêt à débattre, à échanger avec des gens qui me donnent des exemples concrets qui montrent que cette technologie-là a vraiment supprimé des emplois, qu'on me donne des exemples. Deuxième sujet, on a travaillé sur le commerce. Dans le commerce, on avait un panel de 900 000 employés. Et c'était le sujet dans lequel la FCD était en train de lancer une étude sur les hôtes et les hôtesses de caisse. Dans notre panel, c'était 130 000 personnes. Il y avait 250 000 personnes qui étaient complètement sous le radar. Tout ce qui était employé de libre-service. Donc il y a aussi un sujet qui est les angles morts. C'est-à-dire qu'on va beaucoup sur des sujets qui sont des sujets d'actualité parce qu'on se dit que finalement ça va disparaître et autres. Mais il ne faut pas oublier que derrière cette évolution de l'emploi, c'est des décisions d'entreprise, de managers, de dirigeants. C'est-à-dire que faire un truc sur un copier-coller sur Excel, ça marche bien, mais encore une fois, il y a des finalités d'entreprise sur lesquelles il faut revenir. Il y a des dialogues sociaux un dialogue social qu'il faut réinstaller, en tous les cas de manière équilibrée, pour que toutes les parties puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Dernier point peut-être, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a le rapport Villani qui est sorti juste au début de la mandature de l'actuel président de la République. Et à l'intérieur, il y avait un sujet sur l'emploi, avec la création de commissions. Il y a plein de choses qui ont été mises en place dans le rapport Villani, notamment autour de la santé. Sur ce sujet-là, sur le travail sur l'emploi, les commissions ou le comité n'a pas été mis en place. Donc on est en train de parler de sujets dans lesquels on nous dit que c'est quelque chose de très important, mais finalement, ce qui a été mis en place, ça a été d'autres éléments très importants, qu'on ait une souveraineté autour de la santé, l'exploitation des données et autres, mais vraiment c'est important d'ouvrir ce sujet. Et le dernier point, moi dans les commentaires, c'est pour ça que j'aime bien quand on a des exemples concrets, parce qu'on est dans le réel, vous regarderez toutes les technoprophètes, c'est souvent le futur. Ils vous disent jamais aujourd'hui. Alors ils utilisent des termes avec le temps, le futur, le conditionnel, ça va, ça fait, ainsi de suite, mais ils ne sont jamais dans l'instant présent. Ce qui est important, c'est de voir la portée actuelle des outils. Ce que l'on fait, ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. Encore une fois, je reviens sur le rapport qu'on avait fait en décembre 2017. On s'était dit, les établissements bancaires vont faire des plans IA à horizon de 2 ans. Et après, il y aura un déploiement. On s'est trompé. Ces plans ne sont toujours pas activés. Et quand vous regardez la manière dont vous travaillez avec votre conseiller, on n'a pas le sentiment qu'il y ait eu énormément d'évolution. Et en plus, il est arrivé une chose, il est arrivé le Covid. Donc tous ces métiers dont on disait qu'ils devaient disparaître, ainsi de suite, on s'est retrouvés finalement en France avec une approche complètement différente de ce qui a été fait aux États-Unis, à sécuriser l'emploi, à sécuriser le nombre de personnes en emploi. Et donc je pense qu'il faut vraiment reposer la question avec des éléments de contexte, pas uniquement technologiques, il faut vraiment l'embrasser dans toutes les dimensions, c'est multifactoriel. C'est pour ça que la réponse, et je ne sais pas de fuir, au contraire, moi ces sujets-là et ces échanges sont importants, c'est pour ça que je note, parce que les propos sont profonds. Il est important d'échanger de manière équilibrée et de prendre des exemples pour voir ce qu'on est capable de faire, pas faire. Véhicules autonomes, on nous explique que ça va enlever les taxis, ainsi de suite. Pour l'instant, on ne les a pas. Je dis, c'est vraiment là, on touche le summum, c'est extraordinaire. Vous parlez des chatbots, pareil. Dans le secteur bancaire, on nous dit les conseillers vont être supprimés parce qu'il y aura des chatbots et autres. Le langage, c'est la technologie, la technique la plus complexe. C'est le dernier étage de la fusée, si je puis me permettre. Donc, il faut revenir sur des réalités, des principes de réalité, sur des cas très concrets, et il faut vraiment embrasser comme le disait Eric en introduction, s'emparer de ce débat, parce que c'est des débats qui projettent la vision qu'on peut avoir de la société. Vous nous invitez, Monsieur Blanc, à réfléchir sur des cas concrets, sur des questions concrètes. Alors j'ai envie de me tourner vers la technique pour savoir s'il y a une ou deux questions concrètes qui sont arrivées déjà, donner la possibilité aux gens qui nous écoutent de poser des questions. Est-ce que tu veux... Il y a déjà une question, enfin plusieurs questions qui ont été posées par les internautes qui est, bien sûr, on l'a dit, il faut ouvrir le capot. Mais comment accompagner la montée en compétences sur des sujets aussi difficiles, notamment la rédaction des algorithmes? Comment peut-on effectivement accompagner les CSE sur ce sujet? Comment faire monter en compétences, et notamment, y compris, les directions RH? Donc ça, c'est la première des questions, c'est celle-ci. Comment ouvrir le capot et comment redonner du pouvoir, entre guillemets, d'agir à des élus et à des salariés sur ce sujet? Ensuite, la question qui est aussi posée, c'est bien évidemment, mais comment peut-on aujourd'hui véritablement dire non
quand il y a des projets dont les finalités sont bien éloignées de ce que les salariés, d'une manière générale, attendent dans leur entreprise par rapport à la promesse, par exemple, de l'entreprise, en termes d'emploi ou en termes éventuellement d'accompagnement, en termes de compétences. Merci. Monsieur de Lestrange, vous vouliez réagir tout de suite? Oui, juste sur la première question, je laisse volontiers la deuxième question, probablement à Madame Clic, je ne sais pas. Effectivement, il y a un besoin d'information sur ces sujets technologiques, et mon collègue Rosset en reparlera tout à l'heure, mais juste pour expliquer ce point-là, chez Cornerstone, on a décidé que on allait lancer en fait un laboratoire d'innovation sur l'intelligence artificielle dont Paris sera l'un des centres mondiaux, puisque on a, au mois de janvier, racheté la start-up française Clustery, dont les technologies aujourd'hui irriguent notre plateforme, notamment sur le sujet des compétences. Et on a bien vu qu'au-delà de la technologie, au-delà de la R&D, il y avait un besoin d'information. Et donc on va développer, dans le cadre de ce laboratoire d'innovation d'intelligence artificielle, des sessions de formation à destination notamment des publics RH à partir de 2021, le temps qu'on mette ça en place. Donc je voulais juste dire ça parce qu'effectivement, il y a un vrai besoin là-dessus. Donc là, c'était votre quart d'heure communication, j'ai bien compris. Oui, oui. Bah, je suis en charge de la communication, donc je suis un peu obligé. Je vois ça, je vois ça. Mais c'est vrai que, honnêtement, ça n'est qu'un outil, mais il faut l'expliquer. Et savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas aussi, c'est important. Ça va pas faire le café. Enfin, il faut arrêter les fantasmes positifs aussi et négatifs sur ce sujet. Donc, c'est important de l'expliquer. Très bien. Quelqu'un d'autre veut réagir sur la question, Madame Clic? Oui, alors forcément, comment s'y opposer? Alors, je ne vais peut-être pas vous faire la syndicaliste de base et vous dire tous en grève, ça serait peut-être pas la bonne réponse. Non, je pense pas. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est de toujours garder à l'esprit est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est la première question à se poser, parce qu'on a vu des inventions merveilleuses, et là je sortirai du sujet, mais il y a des inventions qui peuvent sembler merveilleuses et qui finalement se transforment en véritable catastrophe. Donc parfois on peut avoir trouvé quelque chose de vraiment a priori super, mais peut-être se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire, et est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur en le développant, et le développer de façon mesurée. L'ANACT travaille beaucoup sur le sujet. On a quelques entreprises qui maintenant ont mis en place des comités de suivi justement de la transformation numérique. Et c'est en fait un questionnement à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, de dire quels vont être les impacts, quelles vont être les populations impactées, est-ce que vraiment c'est nécessaire, et si c'est nécessaire, comment on le met en œuvre et à quelle vitesse, et mettre en place les formations qui vont avec, l'accompagnement qui va avec. Donc je pense qu'en fait, en vrai, ce qu'il faut surtout, c'est ça. C'est réussir à toujours se poser la question de la légitimité et est-ce que c'est judicieux de le faire, et à quelle vitesse. Et ensuite, mettre en place l'accompagnement pour limiter les impacts, en fait. Monsieur Gâteau. Oui, l'une des difficultés sur ce sujet pour les cadres ou pour ceux qui les représentent, les organisations syndicales représentatives, aussi bien que pour les DRH ou pour les managers, les dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des standards qui se développent à l'échelle mondiale et qui s'imposent, et sur lesquels la prise est difficile. Je vais prendre un exemple qui n'est pas directement lié avec les derniers développements de l'intelligence artificielle, parce qu'il remonte déjà assez loin. Enfin, quand on est passé du pilotage à 3 au pilotage à 2 dans les avions, dans les cockpits, et que Boeing et Airbus ont développé des avions qui se pilotaient à 2, les pilotes d'Air Inter et leurs syndicats, ils pouvaient toujours faire grève pendant 3 semaines pour dire non, nous on veut garder le pilotage à 3, 0 chance de succès. Ça ne les a pas empêchés de faire les semaines de grève en question, mais enfin c'était absolument sans objet. Bon, mais où est-ce qu'on discute des standards ou des outils qui se développent et dont la puissance est telle qui vont s'imposer aux salariés concernés?
Donc il y a une partie de ce développement qui donne le sentiment aux salariés qu'il leur échappe totalement parce qu'ils se conçoivent ailleurs, à une autre échelle. Ça, c'est quand même un sujet. Et puis ensuite, il y a une autre dimension qui est plus interne à l'entreprise, c'est quand l'outil est là, comment on l'utilise, avec quelle finalité. Je prends encore un exemple, puisque mon voisin, il a raison, voilà, appelle à ce qu'on parle des choses le plus concrètement possible. Je reste dans l'aérien, parce que vous l'avez dit, j'étais de la France. On a déployé chez les PNC, donc hôtesses et stewards, des tablettes, le cabin pad, d'accord, qui est une façon qui participe de la transformation d'un métier, qui est d'abord un métier de service, de relation. Hein, vous avez tous pris l'avion, vous voyez ce que fait, une partie en tout cas de ce que fait une hôtesse ou un steward. On peut l'utiliser de plusieurs façons, cet outil. Ça peut être un outil uniquement lié à la rapidité de l'identification, du placement des passagers, etc. Ou ça peut être un outil qui redonne du pouvoir à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas face aux clients et en souffrent. Hein, il y a un problème. Finalement, la personne avait pré-réservé une place qui finalement ne peut pas lui être attribuée, ou je sais déjà que son bagage n'a pas pu être embarqué, ou je sais qu'il y a eu tel ou tel problème. Je peux immédiatement, face au client, prendre une décision sur une compensation et la mettre en œuvre de façon immédiate, ou surclasser immédiatement le client pour le passer en cabine business alors qu'elle est déjà montée dans l'avion. Voilà. Chose impossible à faire dans le respect des règles, en tout cas antérieurement. Bon, ben voilà un outil qui peut être soit un outil de renforcement finalement ou de mise à distance du client à travers un système que là où avant je passais dans les rangées pour compter, ben avec mon iPad, j'ai même pas besoin de me bouger de mon siège. Hein, et je peux rester dans le galet pour... Voilà. Ou à l'inverse, un outil qui permet d'enrichir la relation avec le client dans le sens d'une satisfaction. Bon, ben ça, ce type de question, vous le posez à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'une compagnie aérienne, vous le posez avec les organisations syndicales, les représentants des salariés, et vous êtes capable d'utiliser un outil pour lui donner un contenu qui va dans un sens, dans un autre, ou qui combine les éléments. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on a le sentiment de ne pas avoir de prise, et c'est ça qui pose souvent quand même un problème, et d'autres sur lesquelles on pourrait avoir le sentiment qu'on n'a pas de prise si on achetait un truc sur étagère, et sur lequel en réalité, si on se donne les moyens de développer un outil qui correspond à un besoin et à une finalité qu'on a, en l'occurrence là, négocié dans un accord collectif. Merci M. Gatoué. Exemple type de transformation d'un métier dans le sens de plus de service aux clients. Monsieur Blanc, vous vouliez réagir ou pas? Je ne sais plus où je vous ai... Non, enfin, je disais que le sujet des compétences, ça rejoint ce que disait Geoffrey tout à l'heure, c'est qu'il faut apprendre tout au long de la vie. Il faut apprendre et s'adapter. Moi, j'ai échangé avec, notamment dans le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie qui est en train de monter un gros projet de réforme RH qui est très conséquent. Et ils ont pris le sujet par le bon côté. Hein. La question, c'est l'adaptation, en fait. Donc ça, c'est un sujet. Sur les compétences et notamment sur les compétences transversales, c'est un élément qu'on avait mis en exergue en 2017. Bon, France Stratégie avait aussi mis en exergue ce point-là. On s'est appuyé sur leurs études. Je dirais, par rapport à ces mouvements dans le métier, le travail et l'emploi, il faut se l'appliquer à soi. Une bonne manière d'essayer de comprendre en fait ce qui va se passer ou ce qui peut se passer, c'est de se l'appliquer à soi. Moi, j'ai eu un client qui a publié sur LinkedIn une petite note, 1er janvier 2018, la fin du conseil. Ben, en fait, c'était génial parce qu'il a pris plein d'éléments à l'intérieur. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné ça à mes collaborateurs et on a regardé. On a regardé pourquoi le conseil devait disparaître. Ben, il n'y a rien de ce qu'il avait écrit qui s'est effectivement passé. Il a positionné des technologies à des niveaux de maturité qui n'étaient pas celles-là. Ensuite, il a parlé d'un métier qu'il ne connaissait pas.
que c'est toujours bien de dire que tel métier va disparaître, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une... Vous avez une étude, peut-être on reparlera, mais qui disait que 85% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Oui, ça c'est très connu, c'est souvent cité. Moi, je suis prêt à discuter, comme les montres, qu'on échange sur le fond des métiers. Hein. Est-ce que c'est une recomposition? Est-ce que c'est vraiment des métiers qui vont disparaître? Moi, je termine ce point-là. Hein. Donc, j'ai fait du conseil à une époque, on n'avait pas PowerPoint. Je ne suis pas très ancien, mais j'ai vécu une époque dans laquelle ce n'était pas les consultants qui faisaient leur présentation. Donc, on a eu une partie, enfin, le métier est toujours le même. Mais bon, maintenant, on se met sur PowerPoint, Excel, et ainsi de suite. Et ensuite, je viens d'une famille de vignerons catalans. Donc j'ai vu aussi ce qui s'est passé avec la mécanisation, en fait. Il faut vraiment regarder ce qui s'est passé dans l'évolution des métiers, et je pense qu'on s'oblitère une partie de la réflexion si on ne regarde pas les évolutions en fait, qu'il y a eu sur certains secteurs d'activité. Et ces évolutions sont vraiment différentes dans mon monde. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'humilité et de modestie quand je viens devant vous parler de ces points-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur le terrain et bosser la question. Et on y travaille, je peux vous dire. Alors, gardez le micro parce que la prochaine question vous concerne principalement, puisqu'il s'agit justement des nouveaux métiers. Vous l'avez à peine évoqué. Mais est-ce qu'on peut justement, là on a parlé compétences, on a parlé métiers qui changent, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi quelques espoirs en matière de nouveaux métiers créés directement par ces nouvelles technologies? On l'a moins étudié. On a moins étudié en fait tout ce qui était en rapport avec les technologies. On a plutôt étudié les métiers qui les utilisaient autour. Moi, ce qui m'avait frappé dans la dernière étude qu'on a faite pour l'Opcommerce, en fait, dans le commerce et la distribution, c'est qu'on sent en fait cette forme d'hybridation, c'est-à-dire que les frontières sont un peu plus diffuses entre les métiers. C'est-à-dire que les métiers, à un moment donné, définissaient un champ d'intervention, des activités, des tâches, et puis des compétences pour les exercer. Et on voit maintenant qu'il y a, on l'a aussi dans le secteur bancaire, quelque part dans les agences, les frontières se floutent un peu, voire disparaissent. C'est-à-dire qu'on est, alors là, ça pose la question de la formation et de la compétence et de l'évolution de carrière qu'il faut anticiper. Donc ça se projette de manière assez bien. Et regardez ce qui s'y passe. Ça, on l'a vu dans le commerce, où on voit, c'est en fait des fusions entre métiers. Alors, est-ce que c'est un nouveau métier ou autre? Moi, je n'ai pas vraiment le sentiment que c'est un nouveau métier. C'est certainement une nouvelle manière d'exercer ces points-là. Merci. Il est 10h35 quasiment. Nous avons encore 25 minutes à consacrer à ces questions. J'avais d'autres questions, mais je vais donner la parole à Madame Klick juste pour réagir sur la création d'emplois, etc., si vous avez, vous, une vision un peu syndicale dans ce domaine. Et puis, je me retournerai un peu plus du côté de notre public pour savoir s'il y a des questions précises avant de éventuellement vous poser d'autres questions de ma composition. Madame Klick, sur ces questions de création, d'espoir dans la création de nouveaux métiers, vous rêvez, vous fantasmez du côté de FO, ou bien vous restez les pieds sur terre? De principe, on essaye de garder les pieds sur terre. Alors, ce qui est une réalité, et ça a été dit, c'est vrai que le marché de l'emploi, de toute façon, a toujours été en évolution. Enfin, les évolutions étaient permanentes. Quand on passe la révolution industrielle, finalement, c'est passer des travailleurs à la tâche, les amener vers les usines. On a du coup assisté à de grosses modifications. Puis on est venu vers le salariat, avec tout ce qui est système de protection sociale, puis les fonctionnaires. Donc, finalement, ça a toujours évolué, heureusement. Et la transition numérique, de par les évolutions tant sur l'organisation du travail que les conditions de travail, provoque également des impacts sur les emplois. Alors peut-être plus vite, mais c'est même pas si sûr que ça. Parce que si on prend l'exemple du télétravail, par exemple, alors on n'est pas sur les emplois, mais en termes d'organisation du travail, le télétravail, il y a 15 ans, on nous disait que ça va être un raz-de-marée. Finalement, ça n'a pas été un raz-de-marée. Il a fallu un confinement pour que ce soit un raz-de-marée. Donc je pense qu'il faut aussi, c'est vrai, relativiser parfois les choses. Alors, je ne vais pas reprendre les données d'études, mais on sait quand même que de toute façon, il va y avoir des impacts forts. Alors juste, je vais en reprendre deux quand même. Oxford a été cité avec effectivement 50% d'emplois détruits avec l'intelligence artificielle. L'OCDE est beaucoup plus positive puisqu'elle est à 9%. Dans tous les cas, même avec 9%, on est quand même à 3,5 millions de personnes qui voient leur emploi détruit. Donc même si elle est encore... Où ça? Dans le monde, en France, en Europe? Dans le monde. Dans le monde, oui. Donc c'est vrai qu'on voit bien quand même qu'il y a quelque chose d'important.
Donc pour nous, ce qui est important en tout cas, c'est d'essayer d'anticiper autant que possible justement le delta entre les créations et les suppressions d'emplois, et puis surtout identifier les populations qui vont être touchées. Parce que, je vous le disais tout à l'heure sur l'exemple, par exemple, des caisses automatiques, les caissières ne vont pas devenir les informaticiens qui vont s'occuper de l'entretien des caisses automatiques ou les mettre en place. Donc c'est pas ça. Et donc il y a des vraies questions à se poser, tant sur l'emploi, sur ces fameuses populations touchées, comment on fait pour les embarquer et pour les garder en emploi. Donc que ce soit les femmes, pour les filières qui sont effectivement, quand c'est des filières très technologiques, pour l'instant les femmes ne vont pas tellement vers ces filières-là, donc il y a un travail à faire sur les orientations des jeunes filles. Et les seniors, par exemple, pour prendre que 2 situations, qui ont potentiellement plus de difficultés, même si je ne veux pas m'attirer les foudres des seniors, parce qu'il y en a qui sont largement plus geeks que moi et que d'autres. Mais voilà, il y a de vraies problématiques. Donc il faut anticiper autant que possible et les fermetures de filières et des choses comme toutes ces choses-là. On voit sur l'automobile, par exemple. Sur l'automobile, il va y avoir effectivement des modifications assez radicales en termes de construction automobile. Ben, si on ne l'anticipe pas, on se crée des difficultés. D'ailleurs, on le voit même là, récemment, je discutais avec le patronat, parce qu'on leur parle quand même assez régulièrement, et ils nous expliquaient qu'ils avaient un problème, c'est qu'ils sont en train de vivre une hémorragie de compétences, parce que certains secteurs qui sont bien identifiés comme étant en fin de vie, les plus compétents sont déjà en train d'anticiper leur reconversion. Donc on a un problème aussi, c'est comment on arrive à gérer correctement ces fins de filière et début d'autres filières, parce que autant c'est assez facile de se dire, bon, dans 20 ans on sait qu'on sera là, mais alors comment on fait pour organiser les 20 années, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Là aussi, la technologie va aider, hein, honnêtement. C'est pour ça que c'est un vrai enjeu de R&D pour tous les éditeurs. Je ne parle pas que de nous, je parle vraiment de tous les éditeurs, de travailler sur ce sujet des compétences. Être capable de dire, quelqu'un qui a tel rôle aujourd'hui, avec telle compétence, vers où il peut aller. Donc c'est un vrai sujet. Et on commence à travailler dessus. C'était d'ailleurs la raison du rachat de Clustery dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Et c'est aussi à la demande des entreprises qu'on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Je me tourne du côté de la technique. Multitâche. Oui, alors, des questions assez nombreuses, mais je vais essayer de les regrouper, notamment d'Étienne Jacques, mais je pense qu'on aura la réponse dans la seconde table ronde, mais qui pose, lui, la question de l'accès, justement, à ce capot, à ces écritures des algorithmes RH mis par l'employeur. Enfin, quels sont les droits? Donc, je pense qu'on évoquera ça, mais c'est une première question. Et l'autre question s'adresse plutôt à Cornerstone. C'est très bien de parler de filtres, mais quelle est la rigidité, la robustesse de ces outils par rapport, justement, au fait que, dans bien des cas, quand on parle d'intelligence artificielle forte, avec notamment ce qu'on appelle les algorithmes avec de l'apprentissage profond, le contrôle est beaucoup plus délicat, puisque là, le raisonnement nous échappe et il est très difficile aujourd'hui de pouvoir peut-être agir. Comment? L'autre point, c'est Laurent Rescagnière qui lui dit « Ne pensez-vous pas que sur des questions aussi cruciales, et notamment faisant référence à l'intervention de Gilles Gatto, notamment pour l'emploi, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que dans les entreprises, il soit mis en place des observatoires de la transformation numérique ?» Voilà. Et l'autre question de la part donc, de Pelgris Joël, si je n'écorche pas son nom, si c'est le cas, qu'elle m'en excuse, mais elle pose la question de l'intergénérationnel. Est-ce que ces questions du numérique aujourd'hui posent des difficultés, y compris dans l'entreprise, entre des générations qui sont d'une certaine façon beaucoup plus à l'aise avec ces outils et d'autres, au contraire, qui seraient beaucoup plus en difficulté? Est-ce que, justement, il y a une question sur le plan intergénérationnel dans l'entreprise en termes de compétences et de formation? Éric, voilà. Pardonne-moi, la première question, c'était, je l'ai oublié. Merci. Il y avait contrôle des algorithmes, observatoire d'entreprise. La question, c'est le droit. Enfin, quel type d'accès pour accéder effectivement à ces écritures d'algorithmes, notamment quand ils sont mis en place par les directions RH? Comment les salariés peuvent-ils peser sur l'écriture, en tout cas avoir accès à ces informations? La seconde, c'est sur la robustesse des filtres mis en place, notamment quand il s'agit de l'intelligence artificielle forte, deep learning, machine learning. Et la troisième également, c'est la question autour de l'intergénérationnel. Et la dernière question, c'est celle de la nécessité sur des sujets aussi importants qui ont des impacts sur l'emploi, de la possibilité de mettre en place des observatoires de la transformation numérique dans les entreprises.
Alors, tout de suite, cette question très importante, à mon avis, mais on aura aussi l'occasion d'y revenir un peu dans la deuxième table ronde, c'est comment est-ce que les salariés, ou leurs représentants plus exactement, peuvent accéder à, ne serait-ce que pour une bonne compréhension, à l'écriture des algorithmes, et si ce n'est l'écriture, à savoir un peu comment ça marche, cette histoire. Alors, je vais répondre à moitié à la question. Je laisserai mon collègue José Rodriguez, qui intervient juste après, qui est notre délégué mondial à la protection des données, expliquer un petit peu. Mais je répète ce que je dis tout à l'heure. Pour moi, c'est un enjeu de dialogue social. Alors, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, dans le RGPD, les éditeurs tels que nous sont obligés effectivement d'expliquer comment ça marche. Vous avez des obligations. Voilà. Donc, déjà, c'est dans le cadre de la loi. Donc, déjà, ça répond à la question. Évidemment, il faut être conforme. Mais je pense que c'est un sujet de dialogue social dans le sens où un outil, quel qu'il soit, ne sera utile que si tout le monde s'en empare et si c'est positif pour tout le monde. Si les salariés ou leurs représentants ont l'impression que les outils vont jouer contre eux, l'outil ne sera pas utilisé ou mal utilisé et n'aura aucun effet. Si on est capable de dire, ben voilà, grâce à cet outil et en donnant des explications sur la façon dont il fonctionne, vous pourrez être mieux formé, il y aura plus de transparence sur les opportunités de mobilité interne, vous serez capable d'indiquer vos préférences, vous serez aussi capable, par exemple, d'indiquer les compétences que vous avez et dont l'entreprise n'a pas conscience. Si vous êtes, je ne sais pas, dans le secteur associatif le week-end, ben, l'entreprise ne le sait pas, mais ça vous a donné peut-être des compétences de gestion de projet ou autre, je ne sais pas, que vous avez envie de mettre en avant et qui pourront être prises en compte dans une recommandation pour un nouveau poste. Donc si on est capable de faire ça dans un dialogue social positif, l'entreprise y trouve son compte parce qu'elle a des outils pour mieux travailler, et les salariés y trouvent leur compte parce qu'on cible mieux les recommandations de contenu de formation ou de mobilité interne, par exemple. Les candidats aussi peuvent y trouver leur compte parce qu'ils savent que leur profil sera traité de façon peut-être plus objective et on pourra aussi leur faire des recommandations. Alors je pense que ça peut bien fonctionner. Mais il faut que ce soit transparent pour tout le monde et qu'il y ait ce dialogue social. Alors vous avez dit un mot important tout à l'heure, vous avez dit que si ce n'était pas transparent pour tout le monde, les salariés auraient tendance à ne pas utiliser les outils. Et là je me tourne vers Monsieur Gâteau parce que on sait très bien que les cadres, de leur côté, ont moins ce choix de ne pas utiliser les outils. Hein. Quand leur direction leur propose des outils, la discussion est assez limitée. Il est important pour les cadres non seulement de les utiliser, mais en plus de s'arranger pour ceux qui sont des cadres encadrants, de s'arranger pour que leur équipe utilise ces outils également. Donc là, il y a une difficulté supplémentaire qui est liée à la fonction de cadre encadrant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la PEC? Est-ce que vous avez des réflexions dans ce domaine? Alors, vous avez raison de le souligner. Pour les cadres, c'est toujours le double impact. L'impact en tant que salarié, concerné par le déploiement d'un certain nombre d'outils numériques qu'il faut maîtriser et qui peuvent parfois poser question aussi sur le plan de la façon dont ils sont conçus ou la finalité ou la façon dont les datas qui en sont issus sont utilisés. Et ils sont aussi concernés en tant que manager, que ce soit manager de projet d'ailleurs ou soit manager au sens hiérarchique du terme, en tout cas, ils sont aussi concernés par la façon d'accompagner et de faire réussir le déploiement des outils en question dans les équipes. Donc pour eux, c'est toujours en permanence dans cette double dimension qu'ils sont sollicités. Moi, mon expérience, là je ne parle pas forcément de l'APEC, c'est que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir accès à ce qui est sous le capot avec le bon niveau de compréhension ou de compétence. Ça renvoie à des sujets d'expertise à disposition des représentants du personnel sur des sujets comme cela. En revanche, je crois beaucoup et j'ai vu beaucoup d'expériences réussies. Et en matière d'emploi de métiers de cadre, je pense que l'APEC a, à travers son activité d'étude, une contribution positive à apporter, et peut-être plus territorialisée, plus accompagnée dans les branches aussi. C'est des pistes d'évolution future.
dans le sens des observatoires d'évolution des emplois et des métiers. Numérique est presque superfétatoire. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est l'évolution d'un métier qui n'est pas lié ou qui n'embarque pas une composante numérique. Je ne sais pas si on peut m'en trouver, je n'en connais pas. En tout cas, voilà. Donc je pense que quelque part aujourd'hui c'est synonyme. Alors, encore une fois, je ne parle pas de transfert à l'intelligence artificielle. Quand, je sais pas, en maintenance aéronautique, vous utilisez désormais des drones pour faire de l'inspection sur la carlingue. Les carlingues, les dessus de carlingues, pour éviter d'avoir des systèmes d'échafaudage, de travail en hauteur. Voilà, vous limitez les risques et en même temps vous êtes plus rapide et plus efficace pour faire un certain nombre de diagnostics de carlingues sur les empennages, etc. Il faut apprendre à piloter des drones. Ça, c'est un métier qui n'existait pas, ou en tout cas une compétence qui n'existait pas dans cet univers professionnel-là il y a quelques années et qui aujourd'hui fait partie du process de n'importe quelle opération de maintenance d'un avion. Voilà, donc ça, anticiper ça, discuter dans les observatoires du contenu des métiers, est-ce que c'est un métier nouveau qui doit exister en tant que tel, ou est-ce que c'est la composante d'un métier qui évolue et qui inclut la capacité à maîtriser un outil comme un drone et à savoir l'utiliser et comment on va se former, et comment c'est reconnu. On a un énorme problème, moi je le vois à l'APEC dans les cadres qu'on reçoit, des gens qui ont développé et accompagné des évolutions ou des transformations profondes de leur métier, mais sans en avoir ni le diplôme par définition, puisque ces éléments-là n'existaient pas quand ils ont quitté les études, ni la reconnaissance en termes de validation d'acquis aujourd'hui, et qui viennent à l'APEC à la faveur d'un mouvement ou d'une transition professionnelle subie ou souhaitée, et qui ont un vrai problème de faire reconnaître les compétences qu'ils ont acquises dans des sujets nouveaux qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours bien appréhendés aujourd'hui en termes de diplôme ou de certification. Donc il y a tout un ensemble, au-delà des observatoires, à faire évoluer aussi dans la VAE et dans la certification de compétences acquises par l'expérience. Merci, Monsieur Gâteau. Il nous reste 10 minutes. Essayez d'être un petit peu plus court dans vos réponses. Je donne la parole à Madame Clic sur la question des observatoires. Alors, je n'ai pas compris, vous n'avez pas donné je vais vous donner mon bon, voilà. Est-ce qu'il faut des observatoires de branche? Est-ce qu'il faut des observatoires d'entreprise? J'imagine qu'un mixte est possible. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cet outil? Et puis ensuite, Monsieur Blanc. Alors, le mixte est possible, oui, bien sûr. Je pense qu'après, ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller au plus proche des changements. Donc, il faut une vision globale pour voir un petit peu ce qu'on met en place en termes de politique générale. Mais il faut aussi que ça se joue dans les entreprises elles-mêmes. Donc, c'est ce que je disais. C'est vrai que nous, alors... moi, il y a une très grosse entreprise, on a chacun nos passés. Donc, moi, il y a une très grosse entreprise que je connais bien, c'est Orange. Orange a un accord justement sur la transition numérique et ils ont prévu la mise en place justement alors ça ne s'appelle pas un observatoire, mais c'est l'équivalent, ce que je disais tout à l'heure, un comité national de la transformation du numérique. Donc, l'intérêt, c'est de justement voir ce qui se passe, anticiper, accompagner et mesurer les impacts pour faire que ce soit positif pour tous. Et dans les questions était abordée la question de l'intergénérationnel. Sur l'intergénérationnel, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'être toujours dans la valorisation de chacun. Et la valorisation de chacun, ça passe parce que chacun va pouvoir transmettre à l'autre. Et très certainement, bien sûr, les seniors ont peut-être plus de difficultés à se mettre sur les outils les plus modernes et à s'adapter à certaines évolutions quand elles vont trop vite. Pour autant, d'abord, ils en sont tout à fait capables, et puis certains nous donneraient des cours. Et quand on prend le temps de les accompagner, ils en sont capables. Mais il y a aussi, ils ont d'autres plus-values. On voit des entreprises qui vont leur donner un rôle plus important, par exemple, sur l'accompagnement des alternants pour la transmission des savoirs. Parce que finalement, tous les robots et toute l'intelligence qu'on pourra mettre en place ne remplacera pas les savoir-faire. Et les savoir-faire se transmettent par les anciens. Et vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez. Enfin, j'entendais tout à l'heure, quand on fait un petit module, on filme quelqu'un qui utilise une machine.
et après on le passe dans tous les sites partout en France. Bon, c'est bien, c'est économiquement intéressant parce qu'il ne fait le travail que quelques minutes où il est filmé et après c'est démultiplié. Mais par contre, la problématique, c'est que la plupart du temps, le gros du sujet va être oui, mais quand il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Oui, mais quand il y a tel problème, comment ça se passe? Et ça, c'est pas la vidéo qui va pouvoir le prendre. Et ça, pour le coup, c'est le savoir-faire acquis avec les années qui va pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Après, le dialogue social, juste, je me permets, je suis désolée. Sur le dialogue social, bon, évidemment, à FO, on est très attaché au dialogue social, donc c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Pour nous, on est sur un principe de toujours privilégier la négociation par le principe du gagnant-gagnant. C'est ce qui prime avant tout. Et donc là, pour la transformation numérique comme pour le reste, ça doit être ça. Ça doit être du gagnant-gagnant. Bien sûr, c'est intéressant pour l'entreprise, pour le business, etc. Mais il faut vraiment réussir à montrer en quoi c'est intéressant pour les salariés. Donc il y a des négociations qui se mettent en place. Là, on va aborder la question du télétravail au niveau d'un accord national interprofessionnel qui se multiplie bien sûr dans les entreprises. Mais aussi, il y a une négociation nationale qui se met en place sur le domaine de l'économie sociale et solidaire, sur le numérique. Donc on voit que le sujet s'invite dans le dialogue social et c'est une excellente chose. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. En matière d'observatoire d'entreprise, le secteur bancaire se pose là. Je crois que ça existe depuis très très longtemps, l'observatoire de la branche. Est-ce que ça vous a été utile pour ce que vous en avez regardé? Est-ce qu'il a été capable justement d'anticiper, de répondre en anticipant à certaines questions qu'on se pose là ce matin? Ouais, enfin, disons que la banque a été vraiment le premier secteur qui a, pour le coup, soulevé le capot et mis les mains dans le cambouis. Et nous, enfin, ce qui a été utile, c'est qu'on s'est appuyé sur les travaux qu'ils avaient faits, notamment la décomposition, les fiches de poste et autres, parce qu'au moins on avait un référentiel qui avait été établi. Je pense que sur le sujet du sujet que vous citiez, sur les technologies et autres, on conduit des voitures, on ne sait pas comment elles fonctionnent, mais on les conduit quand même. Donc je pense qu'il faut se décomplexer par rapport à la technologie. Je pense qu'elle est accessible, en tous les cas, en termes de compréhension et de résultats et de ce qu'elle peut apporter à tout le monde. Et en France, on a la chance d'avoir des experts qui sont en plus très pédagogues. Je vous engage à lire un peu de la littérature qui a été publiée par soit Jean-Gabriel Ganassia, Laurence de Villers ou Aurélie Jean récemment, ou Luc Julia et autres, qui sont vraiment des experts reconnus mondialement et qui sont capables de vous expliquer de manière très pédagogique ce que font pas ces outils. Ils tirent aussi quelques alertes et c'est très intéressant. Et je reviendrai sur les observatoires. C'est très important que les branches s'en saisissent, mais in fine, ça se joue dans l'entreprise. Et donc moi, il y avait une question, alors ça date un peu, on avait créé un acronyme DRHM, Directeur des ressources humaines et machines. On avait dit que finalement, quand il y a une mise en place d'outils et d'informatique, notamment dans le secteur bancaire, qui est un secteur qui est très informatisé, vous le savez, probablement un des premiers à s'être informatisé, il est important qu'il y ait une corde de rappel, quelque part, par rapport à la mise en place de ces outils. Donc il y a un endroit dans lequel, justement, il y a des personnes qui puissent en mesurer les impacts sur les collaborateurs, la manière de travailler, l'organisation, ce que ça change comme équilibre. Et puis on a un peu évolué par rapport au sujet. J'assume toujours le terme de DRHM, mais je pense qu'il y a aussi la RSE. Parce que c'est important de regarder l'écologie, l'économie énergétique et autres, mais peut-être qu'il y a aussi un autre endroit dans l'entreprise dans lequel il peut y avoir une parole portée qui veille à ce que, quand on met en place des outils, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est juste un endroit dans lequel on puisse discuter des impacts que ça peut avoir. Et je crois que c'est très important qu'il n'y ait pas uniquement un sujet d'informatique aux informaticiens ou aux grands managers, mais que ce sujet-là, vu ce que ça peut faire bouger comme frontière au sein de l'entreprise, soit... Donc il y a deux endroits. Premier qui était la DRH, et là on a un peu aiguillonné certains DRH sur le sujet, donc avec le DRHM, et puis au travers de la RSE, de rajouter un pilier dans lequel il puisse y avoir une entité, entre guillemets, neutre, qui n'est pas pour ou contre, mais qui fait un point de mesure, et que ces points de mesure soient faits régulièrement. Parce qu'on met en place des outils, puis après, on ne sait plus ce qui s'en passe. Je prends un dernier exemple. Dans le secteur bancaire, il y a la question des emails. Un conseiller reçoit entre 30 et 50 emails par jour. Pourquoi ces outils-là sont nécessaires et sont arrivés à maturité? Je ne vais pas faire la publicité de certaines grandes entreprises qui déploient ça dans certains réseaux bancaires. En 2017, on avait des courbes d'évolution en fait de l'efficacité de ces analyseurs d'emails. En d'autres termes, certains syndicats nous avaient montré que dans leur établissement, à peu près 90% des emails qui avaient été reçus, les réponses qui étaient proposées par l'outil étaient satisfaisantes à plus de 90%. Quand vous recevez 50 emails par jour, vous comprenez que ça peut bouger un peu l'organisation du travail. Et ce n'est pas une question de dire je fais 50 fois le temps gagné et puis je peux le faire.
on rechange l'équilibre à l'intérieur, parce que les emails arrivent tous les jours, et toutes les heures de la journée. Donc il faut, à ce moment-là, repenser complètement l'organisation du travail. Et nous, on s'est dit un peu naïvement que ces outils-là vont être utilisés. Vous regardez, hein, allez voir votre conseiller, demandez-lui s'il a un analyseur d'email qui l'aide à passer plus de temps avec vous, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette faculté d'intégration. Et donc ces endroits RSE ou DRHM peuvent être aussi des endroits dans lesquels, pour ce qui est de l'efficacité et du temps de travail, ces sujets-là peuvent être abordés. Avec la question de la maîtrise d'usage. Je pense que c'est très important. Vous parliez d'outils qui font de l'apprentissage. S'ils sont mal utilisés, en fait, ils ne rendront pas les bons services. Et on le voit bien en fonction des managers, en fonction des personnes, mais certaines ne corrigent pas les outils. Parce qu'on peut, à la manière de corriger les outils, notamment les analyseurs d'email, quand il y a des propositions qui sont, entre guillemets, pas opportunes, on a la capacité de pouvoir corriger et donc d'améliorer l'efficacité. Donc la question de l'appropriation et de la maîtrise d'usage, pas uniquement maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, est fondamentale aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Madame, Messieurs, il est 11h moins 3 à ma montre. Je vais vous proposer d'arrêter là, à moins que vous ayez une chose à ajouter qui vous paraisse extrêmement importante, mais dans ce cas-là, c'est en 30 secondes. De manière, donc, si on arrête là, de manière à pouvoir faire une petite pause de 2 minutes, j'ai cru comprendre qu'il nous fallait ouvrir des portes pour aérer un petit peu et puis permettre aux invités qui vont vous suivre de pouvoir tranquillement s'installer à vos places. Merci infiniment pour cette matinée et cette table ronde qui, je pense, a offert quelques réponses aux gens qui nous écoutent. Donc, cette table ronde s'intitule « L'intelligence artificielle, état des lieux et principaux enjeux dans les pratiques RH ». Donc, on a un petit peu abordé effectivement ce sujet de l'intelligence artificielle dans cette première table ronde, mais là, on va se plonger directement dans cette question qui effectivement est un peu différente par rapport à l'informatique classique et qui multiplie à la fois les possibilités et aussi beaucoup les interrogations. Dans quelques minutes.